Vous écoutez la Ligue des Cinévores avec moi, votre animateur Mathieu Belquevo et mon co-animateur Max. Hey Max, comment ça va? Hey, pas pire malgré le retour à l'école. Ah oui, c'est dur. Oh man. Juste pour rapidement, là, on a commencé des bases de données. Je suis en informatique. Pour ça, je deviens technicien. Oh mon dieu. Ah oui. Ah, c'est tough, man. C'est du triage, là. Puis, ouais, mais je pense que ça va bien. C'est pas grave. Écoute, ça va faire partie de ton travail, hein. Fait que t'aimes ça, là. Si t'aimes pas ça. Absolument, absolument. Écoute, puis vu que tu me le demandes comme d'habitude, toujours. Ouais, mais attends. Hey, Mathieu. Puis toi, comment tu vas? Écoute, je vais bien. J'ai une grosse fin de semaine. Ces temps-ci, chez sûr, ça bouge beaucoup. Ben, ouais. Ah, ouais, j'imagine, hein. Ben moi, ils ferment pas mon sûr. C'est juste qu'ils font des gros changements pour adapter. Mais ils vont-tu changer un peu ce qu'ils vont vendre en boutique ou. Ben, on offre plus de produits qu'avant. Exemple, maintenant, on a une papeterie chez Sears. Donc, on offre des crayons, des cartables, des cahiers, tout ça. Avec la rentrée qui s'en vient, c'est le bon temps. Ouais, c'est le bon temps. Les meubles reviennent dans les magasins normaux. Avant, il y avait des Sears décors. Maintenant, les Sears décors disparaissent. Donc, les meubles reviennent dans les Sears. Donc, il y a beaucoup de changements. Il y en avait-tu dans le temps? Oui, dans le temps, avant, il y avait des meubles chez Sears. Après ça, ils ont créé deux sortes de Sears. Pour essayer de. Ouais. T'étais-tu là quand ils en vendaient encore ou. Non, je suis rentré. Puis moi, je suis rentré à l'époque où ils enlevaient l'électronique. Ah, pour vrai? Ouais, parce qu'ils enlevaient l'électronique en magasin. Quand je suis rentré, ils venaient de l'enlever. Là. C'était comme un Walmart un peu plus cher, là, un peu plus. Ben, il y a de la misère à faire compétition dans certains domaines, dont l'électronique. Parce que c'était, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y avait leur propre compagnie pour qui vendait l'électronique. Mais bref, ils étaient prêts à faire compétition. Okay. Alors, cette semaine, on critique un film, je dirais un film classique du cinéma. Ouais, absolument. Le jour de la marmotte au Québec, ou Un jour sans fin en France. Nous, des fois, ça arrive dans les films et on a notre propre titre. Mais souvent, en France, on a tendance à décider des fois les noms en anglais, mais en le changeant. Par exemple, en France, c'est The Hangover. Ouais. Puis eux autres, c'est. Non, excuse-moi, tu connais la franchise Lendemain de veille. Ouais. Le nom original, c'est The Hangover. Ouais. Et en France, c'est VU Bad Trip. Very Bad Trip, oui, c'est vrai. C'est comme, je sais pas pourquoi, là, mais. C'est vrai, ils ont changé de titre, c'est vrai. Ouais. Et comme résumé dans notre émission qu'on va vous produire devant vous, on va parler de Leonardo da Vinci. Ah oui, on est rendu peintre. Oui, on parle d'art. Je sais que Max est un grand amateur de toutes ses œuvres. On va parler de Disney et on va parler de T800. Oh, t'as Pour ceux qui sachent de qui je parle, alors sans plus attendre, on va aller dans les chroniques. Les chroniques. Alors, vous écoutez la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie de moi, Mathieu Belquevo, et de mon co-amateur Max. Alors, vous dites, what? On vient d'entendre déjà ça une deuxième fois. Eh bien, c'est comme le jour de la marmotte, ça se répète en boucle. Ah, ça, c'est bon. Hein? C'est bon, hein, Chris, j'aime ça. Ah, Max, moi, j'ai des clics, j'ai des liens de même. Mais hein. même moi, j'écoute. Non, il répète. Il répète. Non, je voulais rendre les gens perplexes. Le jour de la marmotte, c'est la journée qui se répète, qui se répète, qui se répète. Alors, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Écoute, j'ai vu une panoplie de films, des séries à gogo, à gauche puis à droite. Non, pour vrai, j'ai rien écouté. Avec l'école, tout ça, j'ai manqué de temps un peu. Puis pour vrai, j'ai beaucoup cherché sur Netflix, puis sur Lico, voir s'il n'y avait pas de quoi d'intéressant. Puis non, j'ai rien trouvé d'intéressant. Mais j'ai réécouté le film Gamgee Brother de Sacha Baron Cohen. OK. Tu sais, c'est comme le frère qui est agent secret, puis l'autre, c'est comme un gars qui a pas suivi son frère, puis qui ont été séparés pendant leur jeunesse. Et quand il arrive une panoplie de niaiseries, c'est tellement trash comme film. Écoute, pour te donner une idée. Il me semble qu'un des acteurs principaux, c'est un acteur comique très connu. Là. Ouais, c'est lui qui fait Borat, Ouais, Bruno, The Dictator. Puis... Non, c'est ça. C'est super drôle, mais c'est drôle, là, mais c'est trash. Écoutez, si vous n'avez pas les jokes de caca, puis de bite, puis de sperme, puis tout ça. Ben, si vous aimez l'humour de Borat et tout ça, lui, c'est un spécialiste, cet acteur-là, dans ces mots-là très poussés. Ben, je te dirais que c'est peut-être. J'adore ce film-là, mais c'est dans ses plus faibles. Ah ouais? Ouais, parce que dans Borat, il critiquait beaucoup la culture américaine. Dans Bruno, il critiquait beaucoup l'homophobie. Dictateur, ça riait aussi un peu de tout ce qu'il y avait. Tout ce qui était gouvernement, tout ça. Puis il y avait vraiment quand même un fond. Là, dans celui-là, c'est plus une comédie. Je sais pas s'il a écrit dessus, Sacha Baron Cohen, mais. Ouais, cet acteur-là, des fois, il fait des rôles comme ça. Je me souviens, c'est pas lui aussi qui partage la vedette avec Will Ferrell dans la balade de Ricky Bobby. Ouais, où il joue aussi. Il faisait un contre-rôle dans Les Misérables avec Hugh Jackman. Il chantait là-dedans. Ah ouais? Oh, ouais. Boy. À la base, c'était lui qui était censé incarner Freddie Mercury dans le biopic qui s'en vient l'année prochaine. C'est vrai qu'il est filtré. Oh oui, écoute, c'était bon, mais c'est lui qui a rejeté le projet à cause du scénario. Finalement, c'est le gars de Mr. Robot qui va. Ouais. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. Rami Malek, je pense, oui, genre. Ouais. En tout cas, justement, son 3 s'en vient bientôt de Mr. Robot. Très bonne série. Faudrait que je le commence. Toi, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Moi aussi, pas grand-chose.
Je suis fasciné par une série ces temps-ci que là, j'écoute juste en boucle parce que je veux savoir ce qui se passe. Donc, c'est la série Blacklist que j'ai déjà parlé ici. Je suis déjà rendu à la saison 3. Il y en a combien? Il y en a 4 de sortie. La 5e sort cet automne. OK. Donc, je suis bientôt prêt pour la rentrée scolaire. Ben, au moins, c'est moins long à rattraper. C'est-tu des saisons de 12-13 épisodes ou c'est plus long que ça? C'est des saisons de 22 épisodes. Oh là là, d'une heure chaque. Ouais. T'es bon, écoute, mec, quand la série est bonne. Ah, écoute, elle me captive, mais surtout le personnage principal joué par James Spider. Là-dedans, là. Écoute, je comprends pourquoi ils l'ont choisi pour faire Ultron, même si pour Ultron, tu sais. En tout cas, c'est relatif, mais quand Ah ouais, mais bref, il y a un côté, là. Il est bien habillé, il paraît toujours aimable, mais il est comme. Tu sais, je t'aime bien, là, mais je vais devoir te tuer, là. Okay, ouais. Un peu pince sans rire, là. Ouais, tu sais, il est tout l'humour, tu sais. À un moment donné, il faut qu'il interroge quelqu'un, une petite anecdote de même, c'est c'est pas mal. Il faut qu'il interroge quelqu'un, puis ils l'ont attaché dans une salle de bain. Puis il s'assied à côté, puis il dit, je parlerai jamais. Il dit, ah, ben c'est dommage. Là, il dit à son garde, il dit, ouais, va chercher la scie, on va devoir le découper en morceaux. Puis là, t'as le gars comme, il dit, ah, je te niaise, là, on va y marcher. Puis même tout le temps, puis il a l'air toujours sûr de lui. Puis tu sais, tout est. À un moment donné, il doit fuir. Tout est calculé, des cachettes, des contacts partout. T'es comme, voir comment une personne peut être aussi puissante. Oh, wow. Il contrôle tout le monde, puis c'est. Tous les personnages. Mais est-ce que tu sais jamais sur quel pied danser avec lui? Genre, est-ce qu'à un moment donné, il peut venir genre super sadique ou. Ben oui, il peut venir super violent, puis des fois, il faut le gentil. Puis il y a tout le temps un plan dans la tête, mais souvent, tu le comprends pas au début. À chaque épisode, il te présente un criminel à capturer. Puis le long de l'épisode, il va aider à le capturer, mais au final, t'apprends que c'était quoi son but en voulant le capturer, cette personne. Que les intentions qu'on pensait de départ sont jamais celles qu'on pensait. Il est tout le temps à double visage, là, puis c'est vraiment bon son personnage. J'adore beaucoup la série pour ça. L'action est vraiment omniprésente. Puis écoute, ici, pour ça, je trouve que ces temps-ci, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Toujours le duo police, où ils font des enquêtes à chaque épisode, puis c'est élucide le meurtre de telle personne, la disparition de telle personne. Ça devient redondant à CSI, si on veut. Mais cette série-là, je trouve qu'elle se démarque pour ce côté original-là. Dans le fond, on suit un criminel qui s'est rendu au FBI, puis qui offre ses services, mais en même temps, il fait ça pour lui. Puis c'est vraiment. C'est un univers vraiment particulier. J'adore cette série-là. C'est ma série du coup de cœur du moment. D'après moi, la semaine prochaine, je faisais la même chose de Defender, mais pour l'instant. Les premiers retours de Defender sont corrects. Hein? C'est pas incroyable. Mais en tout cas, on va le voir. On va faire une opinion de même. Là. On verra bien. En tout cas. J'ai hâte de voir cette série-là parce que c'est un peu comme quand ils ont créé les Avengers, le premier film. J'étais excité de le voir, ce film-là. Donc, je vais être sûrement très excité. Ils vont réunir des héros ensemble, c'est toujours fou à voir. On va voir. Ouais. Écoute, d'après moi, je vais aimer ça. Moi aussi, j'en suis certain. Si tu me permets, je vais faire un mini rajout parce que j'ai pas écouté au complet. J'ai commencé la saison 3 de Rick and Morty. OK. Je sais pas si t'as déjà écouté ça. J'ai déjà commencé la saison 1, mais je me suis arrêté après quelques épisodes. J'avais trop de séries en même temps, donc je l'ai mis de côté. Écoute, les deux premières saisons étaient super violentes, super trash. C'était vraiment vulgaire, mais c'était vraiment drôle. La saison 3 pousse une note un peu plus haute encore, puis c'est comme rendu culte. Ah, mais pas Rick! Je sais pas si tu l'as vu l'extrait. Moi, j'ai écouté en français, donc peut-être que. Mais Rick se transforme en cornichon. OK. Puis Marty le tourne, parce qu'il est dans le fond dans son garage, puis il est en cornichon, puis Marty le tourne, puis il fait Je suis un cornichon! Oh oui, je suis un cornichon! Pour ceux qui connaissent pas, on met en contexte, dans le fond, c'est un grand-père qui va faire des aventures avec son petit-fils, parce que c'est un scientifique qui a écrit plein d'inventions folles. Ils vont voyager dans le temps, dans l'espace et tout ça. C'est vraiment très absurde. Mais c'est très absurde. En même temps, ça ne l'est pas. Il y a vraiment une grosse critique au niveau, on va parler des fois, il va aller vraiment des niveaux qui est plus social. Ils vont même traiter le racisme, vu qu'ils vont rencontrer des extraterrestres, ils vont rencontrer... ils touchent beaucoup à des cordes sensibles, mais tout en contournant. Quand l'épisode de Pickle Rick, c'est sa famille qui vont pas bien parce que la famille se sépare, et lui fuit le problème, tu sais. Mais il y a quand même un arrière-pensée qui vont... C'est vraiment intéressant pour vrai. Il y a un second degré qu'on peut décerner dans cette série-là, puis il faut vraiment y porter attention. Mais écoute, c'est une série que je voulais continuer. C'est mes amis qui me l'avaient référé quand j'avais un petit creux dans mes séries. J'avais commencé, je trouvais l'humour bonne. Ça n'a juste pas donné parce que donc quand j'ai trop tiré, à un moment donné, je fais des choix stratégiques. Ben oui, c'est normal. Mais j'ai prévu de la écouter. Je pense qu'on a lancé une 4e saison aussi. Ça s'enligne mal. Ah ouais? Sa saison 3 a pris quasiment 1 an et demi, 2 ans à sortir. Ouais, ben ça a été long, mais... Ouais, puis les auteurs ont pas l'air d'être convaincus. En tout cas, quand je parle à travers mon chapeau, là... Ouais, mais c'est un projet intéressant. C'est ça, la série est en santé en ce moment, là, elle marche fort. Là. Ça serait vraiment malheureux d'arrêter. Je vais essayer de l'écouter bientôt pour qu'on en reparle. Peut-être faire une émission spéciale sur cette Ça serait intéressant. Bref, on va aller dans l'actualité. Ouais. Alors, je vais te laisser aller. Ouais, parce que j'ai moins d'actualité que toi cette semaine. Ouais. Et ça va être beaucoup bref. Avenger 4,
Le tournage est commencé officiellement déjà. Oui, c'est pas le 3, mais bien le 4. Oh oui, le 4. Le 3 il est déjà tourné. Ils sont dans la production. Là. La post-production. Ouais. Même pas, la post-production est finie, ils sont dans le montage et tout. Ah, ok. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'Avenger 4 est déjà commencé. On n'en sait pas grand-chose pour l'instant. C'est pas les acteurs qui vont être dedans. Probablement une partie de l'équipe. Ben, la plupart des acteurs déjà présents dans le 3 ont confirmé qu'elle est dans le 4. Ouais, c'est ça, mais il va peut-être avoir des surprises. Ouais, il va peut-être avoir des surprises. Il y a des rumeurs qui disent qu'on pourrait peut-être voir Captain Marvel dans le 4e Avenger. Avec Ant-Man, j'espère. Non, t'as oublié. Ben, ils l'ont tellement oublié, mais en même temps, il est mentionné qu'il va être là dans Avenger 3. Donc, Mais moi, là, je te fais une prédiction. Tony Stark meurt dans le 3e. ouais, C'est ce qui va enchaîner au 4e film. C'est ma prédiction. ça pourrait être logique. En même temps, ce serait douloureux, mais ouais. Ben, ouais, moi, écoute, j'espère me tromper. Mais c'est ma prédiction. Ça fait penser. Il y a eu une entrevue récemment, Marco Polo, puis excuse-moi, j'oublie le nom de l'acteur, mais celui qui fait War Machine, le meilleur ami à Tony Stark. Ils ont parlé de leur personnage, puis ils disaient que leurs personnages ont beaucoup évolué dans les derniers films et qu'il va y avoir une grosse évolution dans le prochain Avenger, que leurs deux personnages vont vraiment se distinguer du lot. Surtout pour War Machine, qui était très secondaire dans les films à date, qui a pas un gros rôle à part dans Civil War. Je serais intéressant de voir. Peut-être finalement c'est lui qui va mourir. Peut-être qu'il va prendre la relève. Ou qui va prendre la relève, c'est pas possible. Puis espère Hulk il va venir encore plus intéressant. Je parle pas de Bruce Banner, mais je parle bien de Hulk, son personnage va être encore plus développé. Que juste un gars qui fonce dans le tas. Là. Ouais, comme dans Thor, on a déjà vu un extrait, c'est ceux qu'on voit à la bande-annonce, il parle plus. Donc c'est une évolution dans son personnage. Donc ça a été Ils ont le intéressant. temps avec tous les films. Sinon, ma deuxième nouvelle, c'est une petite nouvelle, mais que je trouve quand même fortement intéressante. Leonardo DiCaprio a signé pour un nouveau film qui va tourner avec un réalisateur qui est malheureusement inconnu pour l'instant. On ne sait même pas une date de sortie ou de quoi, mais va incarner le fameux Leonardo. Non, il n'y a pas de Léonard de Vinci. Leonardo da Vinci. Et le fameux peintre ou l'inventeur qui a été à cette époque. J'imagine qu'il va garder sa barbe de survivant et va incarner Léonard. Ça risque d'être quand même franchement Ouais, mais intéressant. c'est un projet de biopic, donc un film sur l'histoire de cette figure historique. Avec la Joconde, peut-être, on va avoir une scène. Ouais, ça pourrait être intéressant. C'est une figure mystique très débattue encore de nos jours parce qu'il y a plusieurs choses qu'on n'est pas certain. Ouais. Tout ce qui tourne autour de la Joconde. Mais une chose est sûre, c'est un visionnaire. Ouais, c'est un visionnaire. Ça, c'est sûr. Je suis curieux de voir, c'est d'habitude des biopics qu'ils font, c'est sur des figures récentes. Donc là, ils se C'est projettent. vraiment loin, là. Fait que... Ouais, donc, puis Leonardo, c'est un bon acteur, il fait beaucoup de rôles variés, donc ça a un fort potentiel. Leonardo, il a comme un talent pour choisir ses films. Ouais. Il s'est rarement planté, là. Fait que. Go! Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Bref, ma dernière nouvelle, ça fait suite à la nouvelle de la semaine dernière par rapport à Netflix et Disney. C'est officiel, Disney va se retirer de Netflix pour la fin 2019, qui est quand même relativement très Ça doit être assez triste. oui, pour vrai. Et ça fait peur, c'est que ça ramène tous les projets Marvel et Star Wars hors de Netflix. Là, la question est, parce que Disney parle de faire leur propre système de streaming en lien avec ESPN. Je sais pas, ça a l'air que c'était eux autres, le réseau des sports. Ouais. Je suis pas au courant, mais bref, non, c'est ça parce qu'ils veulent... Mais Disney possède tout, là. Mais apparemment que Netflix met de la pression pour pouvoir au moins garder les Marvel, les séries, les originales. Ben, je sais que toutes les séries qui sont en tournage en ce moment de Marvel vont rester sur Netflix. Donc, évidemment, The Defender, mais The Punisher, saison 2 de Jessica Jones, sont déjà prévus sur Netflix. Pour les autres, c'est pas encore confirmé. Non, c'est ça, mais est-ce qu'ils vont migrer à l'autre puis se faire retirer? J'espère pas, là. C'est une nouvelle assez troublante, là. Je veux dire, je m'attendais pas à ce que Disney fasse ça, mais ça a l'air... Ben, c'est normal, en quelque part. C'est un sujet que je vais reparler plus tard dans la zone de cinéma tantôt, mais pour qu'on étale trop là, mais ça me rend perplexe, là. Moi, ça me déçoit. Parce qu'à un moment donné, on commencera pas à s'abonner partout, là. Il y a des limites. OK, Disney, peut-être, serait le seul qui serait peut-être tenté, parce qu'ils ont quand même vraiment un catalogue vraiment intéressant, mais au point de payer 2, 3, 4 abonnements, écoute, t'as YouTube Red, t'as Hulu, t'as Amazon Prime, t'as Netflix, on va avoir Disney qui va se rajouter pour juste leurs films et leurs produits à eux autres. Ah, je suis pas sûr. À un moment donné, il y a comme une limite que tu peux atteindre, là. Le plafond, je le sens, là. Ouais, ben... C'est une inquiétude que j'ai. Écoute, je voulais en parler dans la zone de cinéma, mais là, t'es en train de passer le sujet. Non, mais écoute, on va te regarder pour la zone de cinéma, mais il y a des débats à faire. Mathieu, toi, ton actualité. Mon actualité, on va rester encore dans les super-héros parce que super-héros, c'est
C'est de ça qu'on parle ces temps-ci. Ben, c'est comme surtout d'habitude. ça que... Puis surtout, c'est la rentrée bientôt, donc toutes les séries spécifiques, tous les projets qui sont en chantier, ils en parlent de plus en plus. Une nouvelle intéressante, on parlait du Jones de 2 secondes, la saison 2 est toujours en tournage. Ça a été confirmé cette semaine que que l'acteur David Tennant, connu pour avoir fait Doctor Who et le méchant de la saison 1 de Jessica Jones, revient dans son rôle de méchant qui est Killer Crow. Killer Krog. Kill Krog. Est-ce que je suis sûr du nom? C'est Monsieur Pourpre, l'homme pourpre. Bref, c'est le méchant de Jessica Jones dans la première saison. Il est confirmé qu'il faut revenir. C'est pas confirmé s'il va être le méchant de la saison. Des théories disent qu'il va être là, présent dans des flashbacks pour avoir un lien avec l'organisation qui aurait donné les pouvoirs de Jessica Jones. Puis c'est laissé en suspens dans la première saison qui a donné les pouvoirs de Jessica Jones dans son accident. Donc, ça aurait un lien. Je suis content de le revoir. C'est un acteur qui m'avait beaucoup impressionné dans la série. Parce que la série de Jessica Jones était un peu molle. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Là. Ben, je l'ai aimé, mais je veux dire, comparé à les autres séries en termes d'histoire puis de... Je le trouve pas mal plus intéressant qu'Iron Fist puis même Luke Cage. Pour ma part, là. Ben, je dirais que c'est la troisième moins épée, la paix c'est Iron Fist, là, mais Luke Cage puis elle, je suis comme c'était savoir c'est quel des deux que je préfère en premier. Mais il reste qu'elle avait plusieurs petits défauts. Elle était très intéressante. Là. Elle a été très bien appréciée. Il y a beaucoup de critiques envers les femmes et tout ça qui a été mis dans cette série-là, qui a une bonne image. Mais il reste que l'élément fort que je trouvais de la série, c'est le méchant. Généralement, on s'accroche plus sur le super-héros que le méchant, mais là, moi, je trouve que c'est l'inverse. Je s'accrochais plus sur le méchant que le super-héros. Je trouvais que ça faisait du bien pour un Marvel. Là. Ouais, mais ça faisait changement. Mais il faut dire que Jessica Jones est un personnage plein de défauts aussi. Ouais. C'est dur de s'attacher à elle, en quelque part. Absolument, c'est ça qui fait la force d'un personnage, et quand ses défauts, tu les apprécies. Là. Ouais. En tout cas. Bref, c'est la nouvelle. Deuxième nouvelle, on a de plus en plus d'univers de super-héros qui se créent au cinéma. On a droit déjà à l'univers cinématographique de Marvel, celui de DC Comics, celui de X-Men, et maintenant on a droit à celui de Spider-Man sans Spider-Man, donc l'univers étendu de Spider-Man sans Spider-Man. Il avait déjà été confirmé qu'il allait avoir Venom en 2018, excuse-moi. Premier spin-off de l'univers de Spider-Man sans Spider-Man. Et là, ils ont confirmé la date du deuxième spin-off. Le spin-off Silver and Black Cat, qu'on avait déjà parlé récemment dans notre podcast quand il avait annoncé la nouvelle. Ils ont trouvé une date de sortie, ça va être le 8 février 2019, 5 mois après le premier spin-off Venom. Donc, ils se préparent à concurrencer les autres univers de super-héros actuels. Donc, il n'y a rien d'autre qui est sorti du projet à date, outre le fait que les deux personnages principaux sont confirmés dans le titre. Je sais pas si ça t'accroche, ça t'allume. Pas du tout, mais c'est probablement parce que je connais le personnage de Black Cat à cause du dessin animé de l'époque, là, qui jouait à Canal Famille. Spider-Man, Spider-Man. En tout cas, bref. Mais sinon, on verra. Ouais. Ben, tu sais, Je suis pas intéressé par Venom. ouais, je peux intéressé par Venom, même si c'est moins sceptique, mais reste, ça peut être intéressant la façon. Ils veulent le classer 18 ans et plus. C'était pas 16 ans? 16 ans et plus, excuse-moi. 18 ans et plus, c'est rendu de la porno. Là, ou très, 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 très violent, là. Ouais. Il y a certains films d'horreur qui sont classés 18 ans et plus. Les deux personnages qui connaissent Black Cat, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent l'univers DC, c'est un peu comme la Catwoman de Spider-Man. Ouais. Elle a un peu le même genre de background et le même genre de capacité. Ce personnage intéressant, il était censé être introduit dans le troisième Spider-Man qui n'aurait jamais eu lieu avec Andrew Garfield. L'actrice était présente dans le deuxième film qui était jouée par Felicity Jones. Elle qui jouait dans Rogue One. Ouais, exactement. Bref, son personnage n'a pas évolué parce qu'ils ont arrêté le film, mais bref, ils veulent s'en resserver. Et donc, moi, je suis sceptique pour ce projet-là. Venom m'accroche plus. Je trouve que c'est un peu abusé de prendre tous les personnages de Spider-Man pour en faire des films. Ça vole un peu de contenu à Spider-Man. Ben, je te dirais que Batman, on pourrait dire la même affaire. C'est deux personnages qui ont un univers tellement large que tu peux en faire ce que tu veux. Mais tu sais, en fait, le spin-off sur Catwoman, là. J'ai pas dit que c'était bon. J'ai dit qu'il y avait possibilité de faire de quoi. À un moment donné, c'est comme risqué parce que tu peux péter des personnages, tu peux faire que les gens finalement n'aiment plus le personnage ou quelque chose. Je sais pas, tu sais, là, ils veulent faire un spin-off, exemple, sur Joker et Harley Quinn. Ça a du potentiel. Ils veulent faire un spin-off sur. Les autres, ils abusent. Là. Ils abusent. Suicide Squad, Nightwing, Batgirl. Quinn. Gotham Black Siren. Là. Ouais, et Joker Harley. Écoute, c'est pas abusé de Batman, là. Je sais pas c'est quoi. Puis il y a aussi le premier spin-off autre que Batman. T'as le Black Adam qui va avoir son spin-off. Eux autres, ils abusent. Eux autres, ils abusent. Ouais, DC cherche sa marque, je crois. Le pire, c'est que le film le plus rentable aux États-Unis cette année, et c'est le film le plus rentable de la Warner, de toute leur histoire, c'est Wonder Woman. Pas au niveau. Il n'a pas atteint 1 milliard, mais c'est
à la maison, c'est le premier aux États-Unis qui Ouais. fait au-dessus de 400 millions. Ben écoute, c'est la preuve qu'ils sont capables de faire des bonnes choses. Ben, c'est un bon film. Tu Ouais. vois, les bons films, ça récompense. Parce que c'est dur à croire qu'un Batman contre un Superman n'a pas pu faire 1 milliard. C'est un Ah, gros- je sais que tu as sur le corps, on va arrêter de revenir dessus. Là. Ouais. On va quitter brièvement les super-héros pour aller dans la science-fiction, dans une saga devenue culte elle aussi, puis qui a mis un acteur maintenant de nos jours reconnu mondialement. Je parle ici de la série Terminator. C'est annoncé récemment qu'il allait faire un 6e film et que c'était confirmé que Arnos va être présent, même s'il avait laissé planer le doute qu'il ne revenait pas. Finalement, il va revenir. Et il a dit en entrevue que c'est dans ce film-là qu'on va découvrir pourquoi le Terminator a son apparence. On va découvrir l'origine story, dans le fond, de Terminator. Ce qui est intéressant, c'est que James Cameron va avoir un œil dessus le projet. Ouais. Il va être producteur dessus. Fait que d'après moi, il veut. Tu sais, c'est le genre de franchise qui peut évoluer tellement dans la bonne direction. Ben, mais à il voulait date, faire une trilogie il y a pas longtemps qu'il a parlé. Il aimerait ça faire une trilogie de Terminator. Donc, Ouais. T'as-tu remarqué, t'as-tu vu la nouvelle passée par rapport au méchant d'Avatar 2, 3 et 4? brièvement, j'ai commencé à lire et j'ai oublié. C'est le méchant du premier, là, tu sais, le général, Oh, là, ouais. qui est mort. Là, ça a spoilé, mais c'est pas grave. Ah, écoute, là, ça fait 10 ans, là. Come on, sors de chez toi pour voir le film. Eh oui. Non, mais c'est lui qui va faire le méchant des 4, 5. 1, 2, 3, 4. Non, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, même le 5, ça, je pense qu'il y a un bon nom. Cette franchise-là. Là. Arrête donc, là. Non, mais pour vrai, j'ai jamais compris le hype autour d'Avatar. Ben, à l'époque, c'était éblouissant. Là. Je dis, l'histoire était Ouais, profonde. mais c'était profond. Il y avait un côté émotionnel très fort. Le film a été reconnu. Ça faisait une belle comparaison avec notre société. Notre... Oui, je suis d'accord, là, mais. Moi, pour vrai, là, je pense que. C'est quoi qui t'est arrivé avec ce film-là pour moi? Vas-y. On me l'a tellement vendu, on me l'a tellement hype, que quand je suis arrivé au cinéma, j'ai fait ah, c'est ça! Visuellement, entre l'animation 3D, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'était ultra impressionnant. Mais c'est le premier film de toute ma colline de vie que je suis sorti à moitié du film pour aller fumer une cigarette. Ben, voyons donc, J'avais man. jamais fait ça avant. Ça se fait pas pour un film. T'insultes le cinéma en faisant ça. J'ai vraiment pas aimé C'est comme ça. ceux qui vont aux toilettes en plein milieu du film. C'est inacceptable. Ouais, ceux qui cognent aussi ces tables, c'est pire. Vraiment, là. C'est pour ça que je tape sa table encore, là. Je suis pas content. Bref, Il me reste une news, on retrouve vraiment dans les super-héros, mais je voulais en parler. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit presque plus. Presque plus, c'est le cas, là. Il fait plus de films, il fait plus rien, là. Je sais pas quel projet récemment qu'il a fait, mais... mais il a l'air d'avoir une tête enflée, ce gars-là. Là. Ben, deux choses je veux dire sur lui. Là. On parle ici de Tom Welling, l'acteur qui faisait Clark Kent dans la série Smallville, donc l'acteur principal. Après Smallville, il avait fait 2 films qui on peut se souvenir de ça. C'est Moi, Charles la douzaine 1 et 2. Il faisait le plus vieux de la famille. Mais en passé, il n'a pas fait de rôle marquant, puis il a un peu disparu des écrans. Puis oui, effectivement, il a un peu une tête enflée dans le sens qu'à l'époque, quand il y avait les Comic-Con, sur les 10 saisons, donc 10 ans, il est allé juste 2 fois au Comic-Con pour rencontrer les fans et faire des entrevues, tout ça. Il avait déjà dit en entrevue qu'il n'aimait pas faire des entrevues. Donc, mais il s'est quand même pris au jeu à 2 fois, puis les fans ont capoté. Puis, Chris, il jouait à Superman, puis il l'assumait même pas. Hey. je sais que ça, c'est... Mais comment tu peux te prendre de même, esti, quand t'as joué dans Moins cher la douzaine 2 fois? Écoute, là. Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre à part ça? il a fait quelques films en parallèle de Smallville, puis avant, mais à part ça, il n'a pas joué dans grand-chose. Là. Ah, il jouait pas dans La Brume. Le film d'horreur La Brume. Ça se peut. C'était vraiment pas bon, là, mais c'était La Brume. C'était de La Brume. Avec la pire fin ever, là. Non, toi, tu te trompes avec... Le brouillard. Le brouillard, c'est pas la même affaire. Ok. Pas la même affaire! Avec mais c'est quand même la pire fin ever, brouillard. Là. Ah, j'avais fucking aimé ça. Ah, la fin est quelque chose, mais Ah, moi, ça fait comme... Oh! Mais c'est shit. comme. Tu tombes à terre, t'es comme. Oh, je me rappelle, je pense que tout le monde qui a écouté ce film-là a fait comme... Ah, écoute, il faudra le critiquer, ce moment donné. Ouais, c'est vraiment Bref, intéressant. ma nouvelle, avant qu'on divague encore plus, Tom Welling, comme on disait, qui faisait Clark Kent dans Smallville, a parlé en entrevue récemment, parce que ce qui est à mode dans les séries super-héroïques, c'est de reprendre des acteurs qui ont déjà fait des personnages dans les séries super-héroïques et des ramener. Les séries en ce moment, Arrow, Flash, Supergirl ont déjà entrepris ça à plusieurs reprises à date. Et récemment, il avait repris des acteurs, Supergirl avait repris des acteurs, des actrices et des acteurs de la série Smallville. Et là, il y avait de plus en plus de rumeurs disant que Tom Welling allait revenir, quand il avait annoncé que Superman allait être présent dans la série. Finalement, c'était un autre acteur, bâtard de Tim Wolf.
qui a fait Superman. Et là, les fans, il y en a qui étaient contents, d'autres non. Et finalement, il s'est ouvert là-dessus. Il a dit, on me l'avait proposé. J'avais parlé avec le producteur que j'aime bien. J'ai déjà travaillé avec lui, tout ça. Mais ça ne tentait pas de refaire le personnage. Je me sentais plus vieux. Je trouvais que c'était pas un personnage qui fitait pour moi. Puis ça ne me tentait pas de m'embarquer dans une grosse saga comme ça. Donc, il ne tentait pas de le faire. Mais il a quand même accepté de jouer le rôle. Il n'avait pas hésité sur le coup, mais il a accepté de faire le rôle du méchant principal dans la 3e saison de Lucifer, qui est une autre série qui se passe dans l'univers de DC Comics. Il s'en est pas rendu compte. Ben, il dit il n'a pas pris la série pour ça. Il n'a pas pris la série parce que c'est une série super-héroïque. Il l'a pris parce que c'est une série qui l'intéressait, tout simplement. Lucifer, c'est super héroïque. Ben, c'est basé sur le comic de Sandman. Ouais. C'est un spin-off dans le fond de Lucifer, puis Sandman, pour l'instant, il n'aura jamais lieu. Puis Sandman, c'est un comic qui appartient à Vertigo, puis Vertigo, c'était racheté par DC Comics, donc ça appartient à DC Comics. Ah, ok. Ah, the more you know. Je savais pas. Ouais, là, je t'ai fait l'historique. Puis Sandman, c'est un des meilleurs comics à lire. Puis dans Sandman, le personnage secondaire, c'est Lucifer, donc Satan. Sandman, c'est-tu basé sur le marchand de sable ou. J'en ai aucune fois idée. Ah, ok. Mais Espérance, c'est écœurant. Je me suis toujours dit que j'allais le lire. Mais bref, il voulait faire un film, finalement, c'est tombé à l'eau, puis une série, puis c'est tombé à l'eau. Finalement, ils ont fait un spin-off sur Lucifer. Je me rappelle, c'était Joseph Gordon-Levitt Ouais. qui devait projeter le projet, en plus d'incarner Sandman. Puis finalement, il a quitté le projet, donc ça. Ben, probablement parce que ça avançait pas. Là. Bref, il est confirmé comme le méchant principal dans la saison 3 de Lucifer, qui est une série qui tourne autour de Lucifer, comme j'ai dit. Qui, dans le fond, il va faire un chef de police. Son personnage n'est pas trop développé encore dans les informations, mais je suis curieux de le voir à l'œuvre parce que le voir méchant, oui, à quelques reprises dans Smallville, il a dû faire le méchant bad boy, tout ça, parce qu'il y avait des types de kryptonite, qu'il y en avait une, la rouge, qui les rendait méchants, ou dans certains mondes parallèles, il faisait des méchants. Je trouvais qu'il y avait un look pour faire un méchant. Je me suis rappelé toujours un épisode où on suivait. Voyons, le photographe du Daily Planet, j'oublie son nom, mais c'est un des personnages principaux, Jimmy Olsen, qui se fait assommer, puis il rêve qu'il est dans les années 50. Et c'est comme un vieux film en noir et blanc. Et là, il essaie de résoudre une enquête, et il finit par croiser Clark Kent. Puis dans ce univers-là, Clark Kent, il fait un policier sous couverture, et il est comme habillé en veston cravate avec le chapeau, puis il a l'air vraiment d'un mafieux, puis il a l'air vraiment comme le regard ténébreux, puis tout ça, puis j'avais mis son côté vraiment plus sombre, et je voyais qu'il y avait un potentiel, même si beaucoup de gens avaient critiqué le fait qu'il n'était pas très convaincant en méchant dans la série Smallville, je trouvais qu'il y avait un potentiel pour, avec son physique et son look. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Smallville, avec Lucifer, parce que j'aimais beaucoup cet acteur-là, puis je trouvais dommage qu'il ait disparu de nos écrans après Moi Charles de Douzaine 2, que c'était quand même une bonne comédie que j'avais aimé à l'époque. Donc j'ai hâte de le revoir, voir son look, tout ça, comment il va jouer son personnage. Puis aussi j'ai hâte de voir la série parce que Lucifer, c'est un de mes coups de cœur des dernières années. C'est super bon, que je t'encourage toujours à l'écouter. Là. Lucifer. Bref, c'était toutes nos nouvelles qu'on avait cette semaine. Donc sans plus attendre, on va aller dans la zone cinéma. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma. Cette semaine, j'ai des petits sujets. Un petit sujet, puis 2 autres sujets plus importants que j'aimerais ça jaser. J'ai pas réussi à me décider. C'est plusieurs choses que j'ai vues ces semaines passées. La première, c'est le réalisateur Luc Bisson, un réalisateur français qui se démarque beaucoup à l'international, avec plusieurs films cultes, dont Taken 3, Taxi 4, Valérien. Pour nommer que c'est navet. C'est comme élément aussi. C'est comme élément, entre autres. Très, très... Puis Taken 1. Ah ouais, pas le 2 le 3, hein, ils ont jamais existé. Hein. Ouais, ils ont jamais existé. D'ailleurs, ils sont en train de préparer Taxi 5. J'ai vu ça aussi cette semaine. Ouais, j'ai vu passer ça. Mais je pense que c'est pas Luc Besson qui s'en occupe. Non, c'est pas lui qui s'en occupe. Peut-être sa maison de production, par exemple. Ça pourrait, mais c'était une de ses plus grosses sagas, là, donc... En France, là. Ouais. En France, là, mais ça m'avait marqué quand j'étais petit, Taxi. Bref, ma nouvelle, c'est qu'il y a Charlie en entrevue, quand ils l'ont interviewé pour Valérien, il y a Charlie sur le film Captain America. Il a dit qu'il trouvait que c'est juste le cinéma américain qui peut se permettre de se vanter eux-mêmes d'être américains. Ouais. Il dit, tu sais, tu peux pas voir, mettons, Brésil, Captain Brésil ou Captain français ou Captain chinois. Il dit, ça le gosse tout le temps que les Américains se mettent tout le temps au premier plan dans les films qu'ils produisent. Puis c'est ceux qui font ça, puis ça vient gossant. Des fois, ça fait juste... Il trouvait que ça faisait comme gossant le film, ça faisait un élément choquant. Puis il a pogné les nerfs là-dessus, puis j'ai trouvé ça intéressant.
comme point de vue, parce que c'est vrai que quand on compare nos cinémas québécois, français ou cinéma américain, on n'est pas autant poussé que eux à se vanter d'être, c'est notre cinéma. Je suis québécois, oui, on fait notre humour, tout ça, mais je veux dire, c'est pas comme les films américains qui on sauve la planète à chaque fois dans tous les films d'action. Puis je me demandais, toi, est-ce que ça t'as remarqué ça? Est-ce que ça vient de chercher cet effet-là? Ben, en fait, c'est sûr que ça m'a toujours gossé. Quand je me rappelle dans le temps que Spider-Man, le 2, puis je pense que les 3, il le fait, qui saute devant le drapeau américain. Ouais. De le mettre, le drapeau américain. Puis pour vrai, moi, Captain America, à la base, c'était un personnage que je trouvais gossant par le fait qu'il était tellement patriotique. Ouais. Je me rappelle dans Avenger 1, c'était le personnage qui m'avait le plus déplu du film. Je le trouvais quasiment un loser, puis son costume était vraiment laid, là, by the way. Mais non, c'est ça, moi, ça m'a toujours gossé. C'est beau en même temps de voir un pays qui est très patriotique, qui assume, mais en même temps, quand tu vas sur un marché tellement international, je trouve ça comme pas quasiment hypocrite. Je sais pas si ce serait le bon terme. Je pense que ça peut être ça. Mais Tu sais, Luc Besson, il réalise des films dignes d'un film américain, mais sans pousser le fait qu'il est français. Ouais. Tu sais, dans Lucie, il fait jamais mention de la France. Dans Cinquième élément, tu doutes-tu que c'est français? Non. Pas en tout. Écoute, Taken. Ben, Taken, il y a des petites références, parce qu'à un moment donné, il va en France. Il va à Paris, là. Mais c'est correct. Ouais. Tu sais, il y a combien de films anyway qui vont en France? Ouais, je me rappelle le film. C'est ça avec John Travolta là, qui s'en allait à Bon Baiser de Paris. Oui, bon, c'est de Paris. C'était pas pire, ça. J'avais aimé ça. Mais bref, ouais, je comprends son point. Je trouve peut-être qu'il est un petit peu fort sur ses mots. Ouais, tu sais, des fois, ça arrive des réalisateurs ou des acteurs qui pognent les nerfs sur des sujets parce que, tu sais, ça peut devenir gossant. Puis, je veux dire, surtout qu'en ce moment, il se fait ramasser un peu avec Valérien. Donc, Ouais. il essaie de défendre son film un peu partout. Puis, je pense qu'il a cherché un moyen d'expliquer le fait que pourquoi son film marche pas. C'est parce qu'il est pas projeté vers. Tu sais, il est pas. Ce film est américain, tu sais, c'est américain. Puis je pense que c'est la raison, c'est l'argument que je pense qu'il sort pour expliquer pourquoi son film n'a pas marché aux États-Unis, c'est qu'il mettait pas en valeur. L'Amérique. Là. Non, c'est ça, tu sais. Donc, je trouvais ça intéressant comment d'en parler parce que, tu sais, moi aussi, je l'ai remarqué, comme tu disais, j'avais l'image aussi de Spider-Man quand il y a le gros drapeau en arrière, puis là, avec la musique, là, tan, tan, tan. Ouais. Là, t'es comme, OK, this is American. Ou dans quasiment tous les films d'action, tu sais, d'espionnage, tout ça, on voit tant le président américain, ou ils font plein de films autour du président américain. Genre il est tout à badass, mais dans le fond, c'est jamais le cas. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Je me rappelle, j'avais vu un film il n'y a pas très longtemps, cet hiver, où Samuel Jackson faisait le président, puis là, il tombait en plein milieu d'une forêt boréale, puis il devait survivre avec un jeune Amérindien, puis là, il se battait avec un arc, puis tout. Ah ouais. Puis l'action était popée, mais je veux dire, c'était centré sur nous sommes les États-Unis, nous sommes la puissance mondiale, puis on va tuer tout le monde. Ils sont très forts là-dessus. Ou encore récemment, ils ont fait un film d'action que tous les dirigeants se réunissaient à Londres, puis tout le monde mourait, sauf le président américain qui survivait, puis là, il devait fuir Londres, puis encore qu'un groupe terroriste qui voulait le capturer. C'était. Ou même, comment ça s'appelait le film avec Gerard Butler, que la Maison-Blanche se faisait envahir. Et ça date de pas trop longtemps. C'était comme la Corée du Nord qui s'en venait kidnapper le président des États-Unis. Puis à quel point que c'est patriotique comme film. Je pense que c'est Assaut de la Maison-Blanche, quelque chose comme ça. Puis après ça finissait par. Il y a eu une suite, puis c'était l'Assaut de Londres. Ah, ben, c'est Assaut de Londres que je parlais, là. Ouais, c'est ça. Tout celui que tu parlais. Ouais, Assaut de comme Londres. de fait, le premier il est encore pire. Là, vu que ça se passe dans la Maison-Blanche. Là. Oh my god. Vous êtes pas un vrai patriote. Mais on n'a rien à foutre de ton patriotisme. Non, ouais, c'est. Des fois, c'est ça à cœur. Je veux dire, il y a des bons. Tu sais, les Américains font un très bon cinéma, là, mais je veux dire, des fois, c'est trop poussé dans certains films. Puis des fois, ça, tu sais, nous, ça peut passer légèrement mieux parce que dans le sens qu'on est très imprégné de leur culture. Mais reste que ça peut être gossant. Puis j'imagine à l'extérieur, quand tu veux que un film. Quand c'est carrément un autre continent. Ouais, c'est ça. Puis tu vois ça, puis c'est comme drapeau, président. Tu sais, c'est. C'était sur le point que je voulais parler de lui. Mon deuxième élément, on a brièvement parlé tantôt, c'est Disney puis Netflix. Mon point, c'est. Il y a Amazon aussi qui parlait. Non. J'ai un blanc. Il y a un autre studio, un grand studio de films, qui a parlé aussi qu'il voulait faire sa propre plateforme. Et c'est pas la première fois. Depuis les dernières années, il y a de plus en plus de compagnies qui parlent plus ou moins de faire leur propre plateforme. Donc, mon point, c'était est-ce qu'on est en train de tout rendre ça individualiste, qu'on va se retrouver à être abonné à 10 plateformes est-ce que c'est pourquoi moi, j'essaie de comprendre pourquoi les gens décident de s'éloigner. Ben, c'est parce que tu contrôles ton produit. Ouais, ça, c'est certain. Tu as ta part de marché. Écoute, c'est comme un morceau de pain puis t'as plein de autour. Ils En vont même tout temps- aller en gruger pour avoir chacun leur part. En même temps, si tu parles de la visibilité, est-ce que Netflix permet de. Tout le monde connaît Netflix, c'est une visibilité globale. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le plus payant? Y en a un gars qui paye ton studio à toi ou quelqu'un qui te donne une partie de son cash sur le produit que t'as toi créé?
Ouais. Mais c'est juste que je me demande si c'est une bonne idée qu'on se divise autant. Je veux dire, là. Non, moi je suis pas d'accord, mais. Disney, c'est ça, moi non plus. Disney va le faire. Il y a d'autres studios qui sont en processus de. Il y a Amazon qui a déjà le sien. HBO. HBO aussi. Tu sais, à un moment donné, quand tu veux écouter de quoi. YouTube Red aussi, quand je pense. YouTube Red propose le même produit. Il parle de commencer à faire des films. À un moment donné, il y a trop de plateformes. Écoute, on va. Même Disney, ils ont dit que sur leur plateforme, ça va ressembler beaucoup à Netflix, dans le sens qu'ils veulent produire leurs propres films et séries indépendantes disponibles juste sur la plateforme. Vous savez qu'on va se retrouver avec plein de mini Netflix, puis moi je trouve pas ça. Tu sais, quand tu cherches, quand le soir tu arrives dans ton salon, tu regardes la TV, tu mets ton Netflix, tu vas direct dessus, tu cherches ce que tu veux, tu écoutes. Là maintenant, ça va faire ok, bon, ok, je vais écouter ça. Ah non, il est pas disponible là, il est pas disponible là. Ah ok, il faut que j'aille là. C'est pour ça que Netflix sont wise. Ils réagissent tout de suite dans le sens que, vu qu'ils voyaient que ça commençait à partir tranquillement, le catalogue se vide beaucoup, on crée nos propres contenus. On va créer notre propre contenu, on a déjà du monde, ça va pogner. S'ils savaient que ça allait. J'ai un drôle de parallèle à faire. Moi, je travaille chez Sears. Et depuis, c'était moins apparent avant, mais maintenant c'est très fort. Sears a créé leur propre marque de produits et elle existe depuis longtemps, sauf qu'elle était moins apparente dans la plupart des départs. Maintenant, elle prend beaucoup plus d'ampleur. C'est rendu pas mal la marque principale qui met de devant. J'ai perdu beaucoup de marques pour laisser place à cette marque-là parce que Sears se sentant comme. Je veux dire, les autres marques se sentant comme en danger avec eux, ils se sont éloignés. Sears a décidé de créer son propre produit pour pallier à ce vide-là. Et là, c'est comme. Ils te poussent ça d'en face, c'est juste sûr, tu sais. Donc, c'est un peu le même principe que je voyais avec Netflix ou les autres. Ils créent leurs propres produits, puis tu sais, à chaque fois tu vas, tu n'as plus du choix, c'est juste ce choix-là. Mm-hmm. Donc, j'espère que ça va pas empirer, dans le sens que, je sais pas si à un moment donné, il va y avoir une plateforme de cette plateforme-là, tu peux aller sur n'importe quelle plateforme. Ce serait pas pire comme concept. Moi, je me demande si ça va pas virer comme à la carte. Te rappelles-tu dans le temps que tu t'abonnais à, mettons, à Helico? Tu pouvais choisir tes postes. Ouais. Tu avais choisi 15 postes. Est-ce qu'à un moment donné, on va s'en aller vers ça, puis il va y avoir un seul qui va distribuer tout le monde, tu sais? Ça va pas être ça, ouais. Écoute, ça me rend sceptique. J'ai hâte de voir que ça va devenir le truc de Disney, mais c'est un sujet que j'ai le goût de parler parce que c'est quelque chose de notre société en ce moment. C'est quelque chose qui est en pleine transformation. On consomme un peu avec ça. Ah, ben écoute, c'est rendu la vie. Là. Tout le monde connaît l'expression Netflix and chill. Ça a souvent tendance à être sexuel. Bref, mon dernier sujet, parce qu'il y avait comme trois sujets à parler. En voulant écouter le film qu'on parle aujourd'hui, je l'ai cherché sur le net pour l'écouter. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Moi, je suis un grand fervent défendeur du doublage québécois. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici. Et j'ai eu un mal fou à trouver la version québécoise, le doublage québécois de ce film-là sur le net. De façon légale. Et effectivement, toujours! Toujours! Et ça a été fou. Ça m'a pris, écoute, j'ai fait un paquet de sites. J'étais dans tous mes sites. J'ai une liste de sites qui me permettent de chercher mes films. Et je l'ai trouvé à un endroit, puis ça a vraiment pris du temps. Et, de bonne qualité, au moins? Ouais, de bonne qualité, là, en HD, tout ça. HD pour l'époque. Mais reste que. J'ai comme. Mon point, c'est qu'au Québec, contrairement en France, c'est qu'il y a pas c'est pas obligatoire d'afficher le doublage québécois. En France, quand tu arrives en France, tout ce qui arrive en France doit être doublé en français de France et doit tout être présent. Quand tu cherches sur des sites officiels ou peu importe. Je me rappelle même les jeux vidéo, quand ils allaient directement en France, pendant que nous on l'avait en anglais ici, eux autres l'avaient en français. Donc c'est ça, ici il n'y a pas de loi qui régit ça, c'est les studios qui font une demande ou c'est les doubleurs, la société des doubleurs qui fait une demande, dit hey, ce projet-là il pourrait être très bon pour le Québec, laissez-nous le doubler. Et ce qui arrive, c'est que souvent sur le net, quand on fait des recherches, les gens ne le savent pas et ils vont écouter un film, mettons en streaming, ou ils vont aller sur Netflix pour écouter une série, puis ils réaliseront pas, mais il existe le doublage québécois, fait qu'ils vont l'écouter en français de France. Et oui, ça peut paraître bon, souvent c'est pas toujours le cas. Mais des fois, ça peut pas être bon, mais ils ne réalisent pas qu'ils n'encouragent pas le doublage québécois et aussi que c'est pas la même qualité dans le sens que le doublage québécois, je trouve qu'il est plus proche de l'original américaine ou autre extérieur que français, qui a une tendance à être plus proche de leur culture française que de la culture américaine. Que nous, au Québec, quand on fait un doublage, on n'imprime pas notre culture à nous vraiment, on imprime plus la culture américaine, mais en français. Mais c'est sûr, écoute, c'est le pays en haut de nous autres. En dessous, je m'excuse. En dessous de nous autres. Max, c'est quoi déjà un diplôme primaire, toi? Hein? Oui, c'est ça, j'ai fini mon 2. Yeah! Non, pas vrai, ils sont en dessous de nous autres, fait qu'on est super collés. Puis New York, c'est quoi? À partir de Mirabel, c'est genre 6 heures. Genre? Fait que, tu sais, on est vraiment proche d'eux autres. Mais en quelque part, je comprends ton point. Tu sais, je me rappelle, j'avais loué Deadpool avec ma copine, puis on l'écoutait en français. Et c'était la version française. Ouais, c'est ça, ça se dit bien comme français. Ouais, version française de France. Qui venait de l'Europe. Bref,
C'était dégueulasse, là. C'était inécoutable, le film perdait tout son charme. Mais tu sais, Parce que, tu sais, au début, je cherchais. Mon point, c'est que je cherchais le contenu. Là, à un moment donné, je trouve le film, mettons, sur un site. Là, je commence à écouter, puis là, je réalise, le doublage, il me gosse. Je reconnais pas les voix, puis ça sonne vraiment genre putain, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok, c'est français de France. Mais moi, je le remarque. Mais j'ai des amis que eux, ils remarquent pas, ils pognent un film sur Internet, puis ils l'écoutent. Puis ils réalisent pas le doublage qu'ils écoutent. Des fois, il faut que je leur montre une comparaison pour qu'ils réalisent, mais c'est une question de, favoriser notre contenu, mais aussi que, dans un sens, je trouve que c'est plus proche du contenu original. J'ai des amis, mes colocs, entre autres, ils aiment pas ça écouter du doublage, parce qu'ils ont l'impression que ça représente pas le vrai contenu. Donc, ils préfèrent l'écouter en version originale pour avoir le vrai contenu que d'écouter un doublage qui va mal représenter le contenu. Donc, d'un côté, c'est bien, mais en même temps, je trouve ça dommage parce que souvent, c'est des gens qui ont écouté des contenus sans réaliser qu'ils n'écoutaient pas du doublage québécois. Donc, mon point, c'est juste ça. C'est sûr que le film va toujours être meilleur en original, on va se le dire. Il faut que tu maîtrises l'anglais, c'est correct, là. Mais ça va toujours être meilleur. Mais je me rappelle de Seth Rogen puis Jim Franco, eux autres, étrangement, avaient mis vraiment le point là-dessus que c'était important que leurs films, quand ils sont traduits, soient traduits de la façon la plus propre à notre culture. C'est pour ça que dans leurs films, généralement, tu vas entendre beaucoup de fuck, shit. Ils vont vraiment utiliser des termes qu'on utilise ici. T'sais, même si c'est anglicisé, c'est ça pareil, on les utilise. Parce qu'on est en Amérique du Nord. Là. Bref, mais c'est vrai que je comprends ton point où l'importance est. Mais en même temps, le charme va toujours être dans le contenu original. Je m'excuse, mais je sais pas si tu as déjà vu Starbuck de Patrick Huard traduit en anglais. C'est catastrophique. Là. Je l'ai pas vu traduit en anglais. Là, il existe traduit en anglais, puis c'est catastrophique. Peut-être parce que je suis pas habitué. Je pensais au début que tu parlais de la version américaine, mais la version américaine est juste pareille que celle québécoise. Oh non, c'est ça. Il y avait un film, puis là, je m'excuse, je sais pas si le nom m'échappe. Le gars, il avait fait la voix en anglais et en français. Puis c'était lui l'acteur qui jouait dans le film. J'oublie le nom, là. Mais ça arrive quand les acteurs sont bilingues ou que leur première langue, c'est la langue qui va être doublée. Ils font souvent les acteurs français qui jouent dans des films américains. Ils doublent leur propre voix. Exemple, Marion Cotillard ou Eva Green. Ils font tout le temps leur doublage quand ils jouent dans des films américains. Mais c'est vrai que c'est le plus dur de se doubler soi-même. Ah ouais? Ouais. Mais bref, moi, on prend pas pendant des heures, puis c'est un sujet que j'aimerais ça toujours parler. Mais c'est juste que ce que je voulais lancer comme message, c'est quand vous regardez du contenu en ligne, soit sur Netflix, soit sur n'importe quelle plateforme, ou en ligne tout simplement, ou en téléchargement, assurez-vous que si vous l'écoutez en français, écoutez-le en français québécois, autant pour encourager, mais aussi pour un contenu plus représentatif de ce que vous écoutez. Parce que je me rappelle, j'ai déjà mis cet exemple-là, mais mettons House of Cards, la série sur Netflix. Après 2 saisons, ils ont arrêté le doublage québécois parce qu'il y a pas assez de gens qui l'écoutaient en doublage québécois. Sûrement parce qu'il y a sûr moins de Québécois que de Français qui écoutent, mais dans le sens que peut-être, je suppose que beaucoup de Québécois ne réalisaient pas qu'il y avait un doublage québécois, donc ils écoutaient juste en français de France. C'est comme Ride Along avec Ice Cube et Kevin Hart, le film policier. Le premier n'est même pas sorti en traduction québécoise. Ouais, c'est vrai. On avait tout simplement parce qu'ils savaient que le marché ici n'était pas assez gros. Parce qu'ici, en moyenne, faire traduire un film au Québec, c'est en moyenne 200 000 $. Fait que s'il n'y a pas de rentabilité, ça vaut pas la peine. Si on pourrait plus encourager, ça irait mieux. Exemple, quand ils font. Moi, ce qui m'avait gossé, c'est quand j'ai voulu écouter Batman, Superman ou Suicide Squad. Dans les deux cas, c'est arrivé le même problème. La version longue n'existait pas en version québécoise. Parce qu'ils ont dit que c'était pas rentable de le faire, donc ils l'ont pas fait. Parce qu'il y avait pas assez de demandes, mais je trouve ça dommage parce que ça m'empêche de savourer un bon film. Puis s'il y aurait plus de gens qui porteraient attention à ça, au doublage, je pense que ça aiderait qu'il y aurait plus de contenu québécois doublé. C'est sûr. Donc, c'est ça qui me gossait. Puis je voulais l'information, puis c'est pas la première fois que j'en fais mention, mais c'est quelque chose qui me cherchait à cœur parce que le doublage, je l'ai découvert ça il y a quelques années, le doublage. J'ai vraiment réalisé c'était quoi le doublage québécois il y a quelques années. Depuis ce temps-là, j'étais un fervent représentant de ce domaine-là. Puis j'aime ça en parler aux gens pour qu'ils le réalisent, puis j'aime ça le faire découvrir, le montrer à distance. Souvent, je montre à mes amis, je prends le même film ou la même série, puis je montre les deux doublages, puis on voit la différence. J'avais fait récemment avec mon ami Ismaël, j'avais montré Avenger, le premier, j'avais montré la même scène, mais dans les deux versions. C'est la version Avenger dégueulasse en français de France. Ah non, écoute, ça où on avait regardé l'envers une veille, mais lui, c'est sa faute, là, c'est pas moi qui avais décidé, mais il avait téléchargé en français en pensant que c'était la version québécoise, et on a commencé à écouter, écoute, on saignait les oreilles, là, c'était pas beau, mais c'est juste... Attendez mon message, je suis un prophète, écoutez les versions québécoises, encouragez notre société québécoise. Mais comment tu veux qu'on l'encourage? Ben, en faisant attention quand vous téléchargez du contenu ou quand vous regardez du contenu en ligne, vous prenez vraiment la version québécoise, le doublage. Okay. Souvent, c'est mentionné, mettons, sur Netflix, on va, mettons, VO, c'est version originale, VFF ou VFI, c'est la version internationale ou français de France, puis VFQ, c'est version française québécoise. Souvent, tu as le choix sur Netflix, mais par défaut, ils vont te mettre soit l'original, ou si, mettons, tu as coché français sur ton Netflix, ils vont te mettre la version française de France en premier. Donc, juste...
vérifier le contenu. Parce que s'il y a personne qui le regarde, mais le contenu disparaît, puis c'est notre industrie à nous qui est touchée, puis en même temps, c'est notre saveur. Je trouve que notre version à nous est meilleure doublée. Je sais pas parce que je sais pas si je dirais ça, je serais français de France, mais en écoutant du contenu français, j'ai remarqué que des fois, ben souvent, je trouve qu'on est décalé. Ils sont décalés, je veux dire, avec la version originale américaine. On dirait qu'ils n'ont pas autant ils sont pas autant imprégnés du cinéma américain que nous. Donc, c'était mon point, puis je voulais en parler. C'était plusieurs sujets, c'est rare qu'on fait ça, mais j'avais plein de petits sujets à parler. Alors, sans plus attendre, on va aller du côté spoil pour parler du film Le Jour de la Marmotte ou en France, Un jour sans fin. Donc, sans plus attendre, on va du côté non spoil. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Alors, vous écoutez la Ligue des Cinévores avec moi, Mathieu Belprévost, votre animateur, et Max, mon co-animateur. Comment ça va, Max? Ça va bien et toi Mathieu? Ça va bien. Là, vous êtes comme, hein, encore? Eh oui, c'est comme le joueur de marmotte, ça se répète, ça se répète. Je peux pas m'empêcher de faire le gag, là, parce que, je veux dire, c'est la journée qui se répète tout le temps. Cette semaine, on critique le jour de la marmotte, comme on a dit, réalisé par Harold Ramis, qui a fait... Le malheureux Harold Ramis qui est décédé il y a quelques années. Oui, effectivement, qui est décédé il y a quelques années, qui a fait l'an 1, qui a fait Analyse-moi ça. Il a fait aussi SOS Fantôme. Non, il joue dedans. Il joue dedans, oui, c'est ça. J'avais vu qu'il avait participé avec Bill Murray. C'est lui qui joue le scientifique là, avec les lunettes. Là. Le nom du personnage m'échappe. Ah, ok. J'adore ça. En tout cas, je sais qu'il a fait beaucoup de projets avec Bill Murray. Il disait que c'était un de ses acteurs préférés. C'est des amis. Ouais, ça, c'est des amis. Ils ont fait plusieurs projets, dont ce film-là qui a été. Ils pensaient pas que ça allait être un gros film culte, mais il y avait une idée en tête. Puis finalement, c'est devenu un film classique du cinéma. Comme acteur, je viens de le dire, il y a Bill Murray. On a l'incomparable. Incomparable Bill Murray, qu'on voit beaucoup moins maintenant, mais que. Il choisit ses rôles. Ouais, c'est maintenant il choisit ses rôles. Il fait pas tant de films que ça, mais maintenant c'est. T'as-tu déjà expliqué comment il marchait vite? Non. Il faut que tu lui laisses un message sur sa boîte vocale avec le nom du projet, le pourquoi du projet et l'histoire du projet. Et s'il trouve ça intéressant, il te rappelle. Puis écoute, je peux te conter une anecdote sur Garfield, mais je la garde pour une autre fois. Ben, c'est un rapport avec Zombie Land? Non, ouais, un peu, mais non, parce que ça s'est fait avant. Ok, ben. Tu sais, je te compte. Ben, c'est parce que la référence, c'est que dans Zombie Land, il parle de Garfield. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un. Ok, le réalisateur, son nom de famille, c'était Cohen. Et il y a un réalisateur, des frères Cohen, qui sont super reconnus. Ouais. Et il croyait que c'était un projet de Garfield fait par les frères Cohen. Ok. Et finalement, il est arrivé, puis il a dit oui, je le prends, puis il a signé pour réaliser que c'était pas les frères Cohen. Ah! Comprends-tu, genre? Fait qu'il était pogné pour faire le film vu qu'il avait signé. Fait qu'il a joué là-dedans. C'est pour ça qu'il a l'air de s'en foutre. Ben, dans Zombie Land, il dit. il y a une scène, puis il est comme au sol, puis il dit c'est quoi ton plus grand regret dans la vie? Il dit on va jouer dans Garfield. J'en reviens pas qu'il joue là-dedans, moi aussi. Mais il a fait quand même des gros films, là. Je vous disais, ça, Fantôme. Il a rejoué un caméo récemment. Zombie Land, il a un rôle marquant. Pour anecdote, dans Zombie Land, c'était pas le premier choix. Le réalisateur voulait absolument une célébrité très connue dans son film. Puis au début, il voulait. J'ai oublié son nom, mais c'est un autre acteur très connu. Et finalement, son sixième choix, c'était Bill Murray, parce que les 5 premiers ont refusé. Donc, Bill Murray était le sixième choix, mais ça a quand même fait un bon film avec lui. Son gag est très drôle dans le film. C'est resté culte, cette botte-là dans le film. Ouais. Bref, deuxième actrice, Andy McDowell, qui fait l'actrice principale, qui fait Rita. Ouais. Une actrice elle aussi on la voit beaucoup moins aussi au cinéma. Elle est spécialisée dans les comédies d'amour, tout ce qui est comédie d'amour, drame d'amour, comédie tout simplement. Elle était aussi top modèle, mais c'est une actrice qu'on voit beaucoup moins. C'est beaucoup d'actrices ces années-là, ils ont un peu disparu du grand écran, un peu comme Naomi Watts qui commence à revenir. Mais bref, c'est une très bonne actrice. Moi, je me rappelle de cette actrice-là pour un film qui se passait avec Michael J. Fox. Puis Michael J. Fox, dans le fond, là-dedans, ça s'appelait Chasseur de fantômes en français. OK. Et dans le fond, c'était Michael J. Fox qui était capable de voir les morts. Et il y avait tout un chiffre sur le front. OK. Et il était capable de savoir combien de jours et combien d'années qui restaient avant la mort. Ah. C'était super dark, mais c'était drôle puis dark.
Ah. C'est super intéressant comme film, excuse-moi, là, je te Non, rappe, belle là. anecdote. On a aussi au casting Chris Elliott, Qui joue le caméraman. qui joue le caméraman, que j'avais. À part ce film-là, je l'avais vu dans le film Marie, elle a un je sais quoi. Elle a un. En tout cas, je l'aime ça le prononcer, mais vous comprenez ce que je veux Mais dire. elle a un. Bon, toi, je suis pas capable. Ouais, bon. Bref, le film avec Cameron Diaz, là, qui est genre 3 gars qui trippent sur elle, là. Ah ouais. Dont lui qui fait genre un fucké, qui a des problèmes d'allergie pis tout, là. Ouais. Qui était marquant parce qu'il était genre, il avait l'air quasiment psychopathe dans ce rôle-là. C'était le fameux monsieur qui jouait dans Scary Movie 2, qui jouait le gars qui servait de la bouffe en mettant ses doigts dedans. Oui. Puis tout le monde était comme. Il a aussi joué là-dedans. Il a pas fait de très grand rôle marquant, mais c'en est parmi ceux-là. Je sais même pas s'il fait encore de quoi. Fait que... J'avais regardé brièvement, il a pas fait tant de choses que ça. On a aussi Stéphane Tobolowski, Qui joue Ned, en fait. Ned, qui dans le fond, le gars, le vendeur d'assurance, Ouais. qu'on va revoir en répétition dans le film, qui fait un des personnages. Ah, il joue dans Garfield aussi. Qui fait, dans le fond, supposé ancien ami à un personnage principal joué par Bill Murray. Donc, c'est le casting principal. Il y a d'autres acteurs quand même importants. Je vais mentionner, entre autres, que dans les anecdotes, il y a le frère de Bill Murray qui joue dans le film. Qui est le maire, en fait. Ouais, qui fait le maire, qui est, dans le fond, lui aussi est un acteur beaucoup moins connu que Bill Murray, mais il a fait quand même plusieurs rôles. Et on le voit quand même plusieurs fois dans le film. J'avais jamais fait le lien entre les deux, mais quand tu le regardes, tu vois vraiment qu'il y a une ressemblance entre les deux acteurs. C'est Brian Doyle Murray, donc qui fait le maire dans... Dans la ville, dans le fond. Voilà. C'est distribué par Columbia Pictures et c'est produit par Columbia Pictures. Je vais te laisser avec les autres anecdotes, en fait. Là. Mais une qui est intéressante, vraiment, c'est que le film, vu que c'est une journée qui se répète sans arrêt, dans le fond, c'est que le film se passe sur un chemin de pas 45 ans, excusez-moi, 35 ans. Et dans le fond, c'est ça, il y a plein de signes autour du film qu'on voit clairement qu'il y a des années à avancer sans que lui peut faire quoi que ce soit. Ça a été confirmé par le réalisateur dans les spécial fait-up du film. Il avait dit que, selon lui, la boucle temporelle durait entre 30 et 40 ans. Puis après, avec des estimés, selon les choses qu'il apprend dans le film, les gens ont estimé que c'est à peu près 34 ans que ça a duré sa boucle. C'est fou, hein, quand tu Puis, penses. moi, j'ai vu plusieurs fois ce film-là, j'avais jamais catché ça, je pensais pas que c'est aussi long. Mais quand tu sais ça, puis tu écoutes le film, tu vois plusieurs liens qui te montrent que c'est vraiment, il a vraiment duré longtemps sa boucle-là. Et puis ça montre encore plus pourquoi il est tout le temps blasé dans le film. Ah ouais, surtout vers la fin, là. Fait que c'est comme le pire du pire, là. Ah, Je reste dans la chambre. Ouais, je reste dans la chambre. Je laissais avec le budget. Ouais, écoute, on y va avec le budget de l'époque. Il a fait le film devait a coûté. Voyons, je l'aime ça aujourd'hui. Hein. A coûté. Ça doit de la bière. Ça. Ouais. 14,6 millions. Qui est quand même gros pour l'époque, là, malgré tout. Et il a rapporté 71 millions. Fait que c'était un méga succès pour eux autres. Là. C'était un succès surprise. Et écoute, le film doit encore rapporter de l'argent pour les rediffusions télé et les ventes de DVD. Ben, le réalisateur avait dit qu'il ne s'attendait pas à un gros succès. Il l'avait sorti pendant une période creux du cinéma, l'été, je crois. Et c'est avec le bouche à l'oreille que le film a vraiment amplifié. C'est dans les dernières semaines en salle qu'il a gonflé, quand beaucoup de monde en entendait parler. Ils sont venus le voir. Puis après, c'est devenu un film. Avec le temps, c'est devenu dans les classiques du cinéma, avec la sortie DVD et tout ça. Le film est devenu dans les films cultes, là, on peut dire ça. Littéralement du cinéma. Je vais t'aller rapidement. En fait, pour mettre en contexte l'histoire du jour de la marmotte, dans le fond, c'est simple. On suit un présentateur de météo pour la chaîne 9 aux États-Unis. C'est dans quelle province déjà? C'est Pennsylvanie. Et joué par Bill Murray, qui se passe le 2 février. Qui se passe le 2 février, qui est aux États-Unis le jour de la marmotte. Dans le fond, qui est une tradition amérindienne, devenant d'autres. Non, c'est pas vrai. Vraiment très lointaine quand même, et qui est pour principe que la marmotte dit si le printemps arrive plus tôt ou arrive plus tard. Donc, on réveille la marmotte, puis selon si elle a vu son ombre ou pas, on sait si l'hiver dure plus longtemps ou le printemps arrive plus tôt. Et lui, il est envoyé là-bas avec son équipe pour filmer l'événement et en parler. Déjà que ça ne tente pas au début. Ouais, ça ne tente pas. C'est un homme blasé, c'est une célébrité locale, puis que. Des fois, il était curieux de sa job. Même au début du film, il parle qu'il veut lâcher sa job. Et rapidement, il va passer une première journée là normale. Le film a l'air d'un film vraiment classique. Et il va se coucher le soir. Et il va se réveiller le lendemain matin. Et il va réaliser qu'il a recommencé la journée. Au complet. Au complet. Et là, le film, c'est le concept, c'est qu'il revit toujours la même journée.
en répétition, il va vivre des péripéties plus absurdes que l'autre tout le long de son parcours dans ce film-là. Donc ça, c'est l'histoire en bref. Donc pour nos acteurs, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Bill Murray? Bill Murray, là. Ah. Bill Murray. Je t'aime, Bill Murray. Moi, Bill Murray. Pour vrai, j'adore ce gars-là. C'est n'importe quoi qu'il fait, à part qu'un film. Non, mais sérieusement, à part tout ce il fait vraiment des bons films. J'aime vraiment cet acteur-là. On dirait qu'il est comme... Je sais pas comment le décrire, c'est comme un mononcle un peu, genre. Ouais. Je l'apprécie vraiment beaucoup, là. J'aime beaucoup, tu sais. C'est peut-être pas l'acteur qui va être le plus hors pair au niveau de son jeu, mais c'est tellement... C'est comme porter à l'aimer malgré qu'il peut faire des personnages chialés. Puis le gars, il a l'air dans la vraie vie d'être pas tout le temps facile à vivre, là. Ben, dans souvent ses rôles, il a le même personnalité un peu blasée. Ouais. Puis, mais il a l'air de même dans la vraie vie. Là, tu sais. Non, moi, écoute, Bill Murray, c'est quasiment sans faute là-dedans. Écoute, je le trouve vraiment bon. Il assume bien le personnage. On dirait que c'est un décalage avec sa propre vie aussi. ouais. Non, moi, sérieusement, ce film-là, Bill Murray, il s'en sort vraiment bien. Là. Toi? Écoute, moi aussi, Bill Murray, c'est. Moi, j'ai connu Bill Murray à la base au cinéma avec SOS Fantôme. T'as été voir ça au cinéma? Non, pas au cinéma, mais je disais, mes parents l'avaient loué. Ok, ouais, parce que je me dis quand même, t'étais jeune. J'ai mal précisé ma phrase. Non, c'est correct. Mais j'ai découvert Bill Murray dans les films avec SOS Fantôme. Dès SOS Fantôme, j'ai beaucoup aimé l'acteur, qui après j'ai revu à quelques reprises dans d'autres films. Et je me rappelle toujours quand j'ai vu la première fois le jour de la marmotte, on avait loué avec le vidéo, on l'avait écouté dans notre salon, puis on avait ouvert le divan-lit, on fait ça rarement quand j'étais petit. Mais des fois, on le faisait quand on écoutait un film plus tard que d'habitude. Et moi et mon frère, on était couchés sur le divan-lit et on regardait le film. Et rapidement, j'ai embarqué dans le film, je le trouvais drôle, puis je trouvais ça absurde. Puis écoute, j'étais haut comme trois pommes. Le film date de 1993. Là. Je suis né en 92. Là. Je l'ai écouté, je pense que j'avais genre peut-être 9-10 ans, même pas. Moi, je l'ai écouté vraiment tard. Je pense que j'ai début vingtaine. Pas vrai? Ouais, c'est le genre de film que j'ai passé complètement à côté, genre. Puis ça faisait longtemps qu'on m'en parlait souvent de ce film-là. Puis c'est moi qui a fait OK, je vais l'écouter. Puis j'ai vraiment aimé ça. Écoute, pour venir de Bill Murray, j'ai aimé sa performance. Dans le film, on voit qu'il maîtrise son personnage. On voit que chaque réplique qu'il dit, écoute, sont tellement bonnes. Là. Souvent, ça paraît méchant, mais ça fait partie de son personnage. Je veux dire, il est blasé, puis ça paraît. Il va tout le temps répliquer aux gens. Il va être méchant, il va être bête, mais les gens vont continuer à lui parler, ils vont continuer à être là pour lui. Puis il va continuer à. Il y a des moments il est full joyeux, il y a des moments il est full bête, puis il est capable de faire les deux sans grande difficulté. Comment je dirais ça? Je pense que c'est sa spécialité. Comme tu disais, il doit être de même dans la vraie vie. Il doit être quelqu'un de difficile à vivre, mais il le représente bien dans le film. Écoute, il y a tellement de répliques qu'on pourrait dire du film, mais je veux dire, c'est un acteur d'humour vraiment bon. Puis dans le film, tout le long, il fait un sans faute avec son personnage. C'est vraiment fou. On va aller rapidement avec deux autres acteurs du film. L'actrice principale qui fait Rita, qui est jouée par Andy McDowell. Je vais aller d'abord. Comme je dis, c'est une actrice que je ne connaissais pas vraiment. Dans le film, ben, tu sais, moi j'avais remarqué un truc en écoutant les vieux films des années 80, 90, début 2000. Souvent, c'est le même genre de... je sais où tu t'en vas, puis je suis d'accord avec toi. C'est toujours le même genre de filles qu'on voit. Tu sais, c'est comme la fille qui est trop bien pour le gars. Ouais, c'est ça. Trop propre. Tu vois qu'elle est à son affaire. Trop gentil. Très gentil, très compréhensif. Puis c'est le genre de personnage qui revenait vraiment beaucoup dans les années 90. Hein. Tous les films d'amour, les films de comédie, t'avais toujours une fille de même. Ouais. Peu importe l'actrice que tu prenais, c'était toujours la même chose. Soit une blonde ou une brune. Puis, Ils sont très belles, mais qui sont pas... Ils sont pas comme... c'est pas des bombes sexuelles. Ouais, c'est ça. C'est des filles... C'est la fille d'à côté. Ouais, c'est celle qu'on aime, tout le monde aime, là, tu sais, là. Elle est belle sans besoin d'être intense, Non, c'est ça. Puis, mais par contre, tu sais, elle avait le stéréotype du personnage, mais en même temps, j'ai aimé le personnage dans le sens qu'il y a une... Tu sais, dès le début, on voit qu'elle a un a priori pour le personnage principal. Ouais. On voit dès le début qu'elle est une personne très joyeuse et très énergétique. C'est jovial. Là. Jovial, voilà. Mais on voit qu'il y a le contexte du personnage et on sent qu'il y a une barrière. Puis, à force du film, le personnage principal va essayer de se rapprocher d'elle et à plusieurs méthodes. Et c'est ça qui est drôle Ouais, dans ce film-là. C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. Et on voit qu'il y a une évolution parce qu'à la fin, la dernière tentative, la dernière journée qui revient en boucle, parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse, on voit qu'il y a une belle évolution avec le personnage. Même si, parce que c'est dur de faire évoluer un personnage qui se répète à chaque jour. Ouais. Mais dans ce film-là, il réussit dans le sens qu'il réussit toujours à nous ramener un angle qu'on n'avait pas vu des personnages, même des scènes. Il va aller chercher des personnalités de certains personnages
de personnages que tu t'attends pas à voir, genre, que tu vas voir comme sa côté colérique, son côté contrôlant. Ouais. C'est ça qui était cool aussi, là. J'étais tout le temps curieux de voir, qu'est-ce qui va arriver le lendemain dans le film, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça, on a toujours hâte de voir la suite. Toi, qu'est-ce que t'as pensé? Ben c'est plate moi aussi parce que je suis un peu dans le même genre que Ouais. toi. Andy, elle s'en sort super bien, là. Ouais. J'y enlève absolument rien. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle tombe beaucoup dans le type des rôles des filles des années 80-90, malheureusement, qui aurait dû être mis plus en valeur puis être encore plus important. Parce que c'est beau, être une histoire d'amour aussi, ce film-là, c'est Ouais. ce que c'est. Andy, là-dedans, elle est plus. C'est ça, Irritant, elle est trop linéaire pour ce que le personnage aurait peut-être mérité d'être. Mais tu sais, je pense pas que c'était de mauvaise foi non plus pour l'époque. Mais c'est correct, là. Elle joue super bien, puis elle endosse bien le rôle, puis elle fait sa job, mais je suis pas prêt à dire non plus que c'est elle la spotlight du film. Là. Non. Bill Murray s'en sort Bill Murray, c'est lui, c'est Les la Bill- spotlight. là. Ouais. On va parler du dernier membre qu'on voit en boucle quasiment chaque journée aussi, qui est le caméraman, qui est joué par Chris Elliott. Je vais te laisser aller aussi encore une fois commencer. Ben, tu sais, il est comme baveux un peu là-dedans avec Bill Murray. Là, comme lui aussi, il est un peu blasé, mais blasé de Bill Murray là-dedans. Ouais. Puis écoute, Chris Elliott, c'est pas un acteur que je connais tant que ça non plus. Je peux pas dire que son background m'a tant impressionné non plus. Mais écoute, là-dedans, il encaisse bien le rôle de caméraman blasé. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, toi. Ben, tu sais, j'ai remarqué à certains moments dans le film que j'avais l'impression qu'il aurait pu jouer le même personnage que Bill Murray parce qu'il a un peu la même personnalité. Ouais, un peu de même tempérament. Même tempérament, tu sais, la vie le fait chier, il est blasé. Ben, je le comprends, travailler avec Bill Murray dans ce film-là, ça a l'air d'être ça a l'air d'être de la merde, là. Tu sais, il essaie de cruiser les filles, mais personne ne le remarque. Tu sais, il fait comme le gars oublié. Même la Rita, qui est la personnage principale, elle l'ignore pas mal. Là, je veux dire, ils sont tout ensemble, mais je veux dire, on voit déjà dès le début que c'est genre, elle n'a pas d'attention pour lui. Il est comme là juste pour comme compléter le set. C'est comme un trio qu'on suit. C'est la seule truc logique qui se met ça à chaque jour. Ouais, comme toi, j'ai pas vu beaucoup de son œuvre à lui, mais il reste qui m'avait marqué dans les Marie, elle a Ben, c'est un bon personnage, là. Ouais, c'est un bon personnage qui complète bien le trio. Un peu plus effacé que les autres, je dirais. Mais il reste qu'à un moment donné, il faut faire place à certains personnages. En règle générale, j'ai vu ton appréciation du film. Pour moi, ce film-là était déjà culte à l'époque, puis quand j'ai eu la chance de l'écouter enfin dans ma début vingtaine, c'est là que j'ai compris pourquoi ce film-là était culte. Écoute, c'est pas nécessairement un chef-d'œuvre, là. C'est pas Titanic, c'est pas Avatar. Non, mais sérieusement, c'est. Un jour, on va critiquer ce film-là, Mais j'ai je hâte de comprends. t'entendre. Tu sais, c'est le genre de film qui passe bien dimanche, là. Tu sais, je veux dire, Un dimanche plus vieux, plus vieux. Hein, je te répète un peu, là. Hein? Je dans répète ton un peu. salon, là, avec... Non, mais c'est un bon film d'après-midi. Pas vrai, là. Tu sais, mettons que t'arrives chez vous, tu sais pas quoi faire, t'es off cette journée-là, puis t'écoutes tu cherches sur Internet ou de quoi écouter. C'est vraiment, je trouve que c'est parfait comme Tu vas film. proposer à Netflix qu'ils font une section film d'après-midi. Oui, man. On lance un brevet, le gros, on l'a, man. Nouveau concept, les films d'après-midi. Ouais, c'est un bon film. C'est comme tous les films, les téléfilms là, qu'on voit à la TV qui jouent juste les après-midi. Ou c'est le genre de bon film que si ta blonde ne connaît pas trop le cinéma, mettons, là, ok, ça se peut que ce soit l'inverse ou ton chum. Tu dis, hey, écoute, j'ai un film que j'aimerais ça, on écoute ensemble, c'est un peu vieux, mais ça s'écoute vraiment bien. C'est genre que n'importe qui t'amène avec toi va apprécier ce film-là. Sérieusement, c'est tellement un concept simple, puis tellement. Tu sais, je comprends que ce concept-là a été repris souvent par après, Ben parce oui. que tu peux tellement faire ce que tu veux avec ça. Il est là. devenu une référence dans la culture populaire. Edge of Tomorrow, c'est ce qui a donné son charme. Ben oui. Puis il y a plusieurs autres séries ou films qui ont pris ces références-là, pas nécessairement au complet dans un film ou dans une série, mais Non, mais même X-Files l'a pris, là. ouais, X-Files. Star Trek l'ont pris aussi. Tu vois? Bref, moi aussi, comme je dis, je me rappelle toujours de le jour où je l'ai vu. J'étais à la salon avec mes parents, on l'avait loué sur cassette. Ah ouais, hein? Dans la petite TV de, je pense que c'est une 32 pouces, même pas, je pense que c'est une 28 pouces. C'était cher, cette TV-là, à cette Ah ouais, époque-là. c'est une petite TV, on écoutait le film, puis il m'avait marqué ce film-là, puis j'ai aimé ça écouter à plusieurs reprises, puis mes parents ont acheté la cassette, puis on l'a toujours chez nous. Tu peux l'écouter une fois par année sans te tanner. Non, c'est ça, c'est le genre de film que je peux écouter à chaque année, puis je me tanne pas. C'est pas le cas, je peux pas dire ça de beaucoup de films, mais ce film-là, j'aime ça écouter, parce que il est tellement... j'en découvre encore des choses sur ce film-là. D'apprendre qu'il a passé plus de 35 ans dans sa boucle, c'est quelque chose. Reste que j'ai beaucoup aimé le film. Bill Murray, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est dommage qu'on le voit beaucoup moins. Même si c'est un peu à cause de lui qui est très sélectif dans ses. Ouais. C'était un personnage, Bill Murray. La dernière fois que je l'ai vu au cinéma, il a fait un film qui faisait
un producteur de chanteurs blasés de la vie parce que. Ah, y a-tu un bandana sur la Il me tête? semble que ouais. Le rock avec. Il y a Bruce Willis, je pense, aussi là-dedans. Ça se peut. Oui, il y a Bruce Willis dedans, oui. Peut-être un petit rôle, là. Il part avec une actrice qui a pris sur le fly en Afghanistan, genre. Puis il va faire une tournée là-bas pour la faire connaître. Puis. C'est pas Melissa McCarthy, ça se peut-tu? Là, je suis vraiment pas sûr. Non, ça c'est l'autre film qu'il a fait où il fait un voisin blasé de la vie. Ouais. Il est toujours blasé. Saint-Vincent, je pense, ça. Hein? C'est-tu Saint-Vincent, non, tu film? Je sais plus, c'est juste qu'il fait genre le voisin blasé de la vie qui a genre été curé puis tout. Tu sais, il est bon pour faire le gars blasé. Ouais, il l'a bien. Bref, c'est un très bon film, un classique. Et, je vois pas vraiment de défaut ce film-là, c'est super bon. Alors, sans plus attendre, on va du côté spoiler pour en détailler un peu plus sur notre appréciation du film. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoil pour parler de ce qu'on a apprécié du film, parce que pour une fois, nous deux, on a aimé le film. Même si à chaque fois, tu dis tout le temps, tu sais, je suis déçu, je voulais l'aimer ce film-là, j'avais beaucoup d'attentes, puis Si, Chris, y a pas d'allure ce film-là, c'est de la merde, là. Sans plus attendre, on va parler du film. Toi, y a une scène en particulier qui t'a marqué du film? On n'ira pas en ordre cette fois-ci. Je pense que c'est un film qu'on peut se permettre d'aller dans le désordre parce que. Ouais, c'est ça, vu que ça se répète tout le temps. Ouais. Tu sais, quand il apprend à faire des sculptures de glace? Ouais. Oh mon dieu, c'est drôle, là. Tu sais, le monde sont comme tabarnak. Il est là avec sa tronçonneuse, puis il te fait des genre, tu sais, des vraies sculptures artistiques que genre ça doit prendre des années à faire, là. Il te fait des méchants. Tout le monde est comme wow. J'aimais le personnage quand il devient comme. Tu sais, comment je pourrais dire, il est bon dans tout, là. Je trouve ça malade. Mais c'est ça, là, je me rappelle, il est en train de sculpter un ange, puis là, les deux autres qui arrivent, c'est Rita puis le cameraman font va me chercher un autre personnage, s'il te plaît, parce que je vais répéter tout le temps le personnage de Bill Murray. Il est en train avec sa chaîne ça, puis il se lève, il fait hey, salut! Il fait qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il fait toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il fait genre, je fais de la sculpture, là. Ils sont comme, what the fuck, genre, c'est ça qu'il fait de la sculpture, lui, là. Ça, c'est le personnage de Bill Murray, mais moi, tout le long du film, c'est des références, il est tout le temps, tu sais, il est de même, là, il est blasé, tu sais, c'est. Même, moi, c'est le début du film, quand il passe après journée, il se lève, puis là, il est comme pas sûr. T'sais, il refait sa journée comme s'il était pas sûr. Il sort, il parle à la personne, va en bas, prend son café, retourne à sa job. Fait sa job, il est pas sûr. Parce que la première journée que ça se passe, il comprend pas ce qui se passe. Puis c'est là que, plus que les journées avancent, ses habitudes changent, puis il est tout le temps comme là, c'est-tu fini, c'est-tu pas fini. Puis il réalise que c'est tout le temps pareil. Une autre scène qui m'a marqué, c'est. À un moment donné, une des journées qui a été écœurée, il va à un bar, puis il est avec deux autres gars qu'il a rencontrés là. Là, ils sortent du bar, puis ils sont dans leur char. Puis il dit s'il n'y aurait pas de lendemain, là, qu'est-ce que vous feriez? Il fait ben, on ferait n'importe quoi, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de loi, plus rien, on fait ce qu'on veut. Il fait ah ouais? Ils foncent une boîte aux lettres, ils partent. Oui. Le gars dans le char sont comme tabarnak, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur une ride, il dit faut jamais sur une ride de train, lui il passe à la ride de train, il fonce, il dit d'après moi c'est le train qui va tourner en premier. Oh, wow. Là, il fonce dans le train, il y a une police dans son dos, il tasse, une poursuite policière, fonce dans un mur. Puis là, le policier s'approche, il baisse sa tête, il fait ouais, ça va être 3 cheeseburgers, 2 milkshakes, un coke. Ah, puis il dit on dit des crêpes, ouais, c'est trop tôt pour des crêpes. Ah ouais, mais Ça, c'est l'humour du film. Mais aussi, une scène que j'aimais beaucoup, c'est quand il va voir justement Andy au restaurant. Puis à chaque jour, il essaie de chaque façon de hey, comment je vais te cruiser. Là. Au début, là, il essaie d'être charmeur. Des fois, il va être genre romantique. Des fois, il va être sérieux. Des fois, il va être straight. Puis il essaie tellement de toutes les façons possibles. Puis elle, c'est la plus dure qu'il y a. Ouais. Hein? C'est la dernière qui pogne aussi. Là. Au milieu du film, il refait toujours la même scène, il va dans un bar avec elle, il demande son cocktail, il revient, il prend le même cocktail. Là, il demande qu'est-ce qu'elle aime, il revient, il dit ce qu'il aime. Lui, il se demande pourquoi je refais tout le temps les mêmes affaires, dans le sens que pourquoi je retourne à faire la caméra, pourquoi. Jusqu'à temps qu'il vienne écœurer, puis tu sais, t'as comme t'as la flaque d'eau qui se repasse. Oui. Le gars d'assurance. Le gars d'assurance. Ouais, écoute, c'est du cul par-dessus. C'est Phil! Comme, hein? C'est Ned! Comme, hein? Ouais, c'est ça, il joue beaucoup avec ça, hein. Ah, écoute, Mais c'est tellement une prémisse qui peut permettre de faire tellement plein de choses. moi, à peu près au tiers du film, c'est là qu'il il pogne sa première dépression, si on peut dire, blasé. Puis il est en train de déjeuner avec Rita. Puis là, il dit écoute, je suis tanné, là. Je suis tanné, je vis toujours la même journée, je suis plus capable, il faut que tu m'aides. De quoi tu parles? Il dit je pense que je suis un dieu.
Je suis pas le dieu, mais je pense que je suis un dieu. Elle a dit, mais je comprends pas, tu me niaises? Il dit, non, écoute, je sais tout, quoi, tu veux-tu savoir? Il dit, la serveuse, puis il commence à décrire tout le monde dans le restaurant. Là, il est comme, what the fuck, puis il se lève, il commence à marcher, il pointe tout le monde. Là, elle croit pas, elle pointe quelqu'un au hasard, elle dit, c'est qui lui? Là, il l'identifie, là, elle pointe une autre personne, il l'identifie. Puis il s'assied, fait, mais comment ça peut être possible? Il dit, moi, c'est chose que je veux, c'est que je veux que tu me crois. Là, elle dit, ok, je te crois. Puis là, t'es comme, ok, ça va bien finir, tu sais, elle croit tout ça. Fait que là, ils passent la journée ensemble, ils s'amusent, c'est heureux. Puis c'est là qu'il y a une des premières références qui nous fait croire que ça fait longtemps qu'il est pris. Parce qu'ils sont, à un moment donné, ils sont dans la chambre, puis ils lancent des cartes d'un chapeau. Puis là, elle dit, ah, c'est même trop tôt, ça doit prendre des années d'entraînement pour réussir ça. Puis il dit, oh non, là, à coup de 4 heures par jour pendant 6 mois, tu devrais être capable. Oh, ouais, c'est ça, c'est là que tu vois l'accélération du temps. Ouais, hein? c'est ça, tu vois que ça fait longtemps qu'il est pris là. Puis là, il passe la soirée, puis il est comme, t'as l'impression que ça va bien finir parce qu'il est avec elle, tout ça. Puis non, il se réveille. Puis c'est comme fou parce qu'à chaque fois, il donne l'impression que ça va bien finir, puis finalement, ça recommence. Finalement, il peut être énervant dans un sens que tu te dis, à un moment donné, il va quitter la boucle, mais non, il trouve toujours une twist de repartir la boucle. Ouais, c'est ça, parce qu'à chaque fois qu'il pense qu'il va réussir à s'en sortir, en bout de ligne, c'est pour ça qu'il finit par se décourager. Ouais. Imagine-tu 35 ans, man. 35 ans, j'ai même pas encore ça de toute ma vie. T'imagines-tu 35 ans? Moi, je pense que je finirais par faire les pires atrocités. Ben, il a fait des crimes. À un moment donné, à un moment donné, il calcule le temps pour voler un sac d'argent. Je sais pas si tu te rappelles la scène. Non. Il est assis dans un parc, puis là, il regarde, puis il fait OK, dans 3 secondes, tu fais arriver. Fait que là, la fille, elle arrive, puis là, il y a comme un camion de transfert d'argent. Puis là, elle échappe sa monnaie, il compte, fait 10, 9, 8, il freine, il y a un char qui passe, 7, 6, il ramasse le sac d'argent, puis il s'en va avec. Wow. Les autres sont tous comme Hey, il manque-tu un sac? T'aurais pu faire clairement une suite, ce film-là, hein? Il y aurait, ben, ça aurait été. Ben, je sais pas. Ce genre de film-là, c'est dangereux de faire une suite, puis ça peut Ouais. le gâcher. Mais il y a tellement de moments cultes dans le film. Quand il décide de. Parce que quand il parlait avec. La scène où je parlais, qu'il dit la vérité à Rita, elle dit tu sais, tu pourrais voir ça comme un don et non comme une malédiction. Tu pourrais tellement faire de bonnes choses avec. Puis il est comme genre Ouais. Puis là, le lendemain, il se réveille, puis il commence à faire des choses bien. Il sauve du monde. Puis il y a une scène, c'est une des scènes les plus mouvantes, c'est qu'à la fin de la journée, il tombe sur un itinérant, il est en train de crever. Fait qu'il le ramène à l'hôpital, puis il meurt. Puis là, tu vois, son il est comme Oh non, c'est pas possible. Il dit Il mourra pas aujourd'hui. Fait que de quoi vous parlez? Il dit Il mourra pas aujourd'hui. Il le fait combien de fois? Genre 20 fois? Genre? Il essaie de le ramener à chaque fois. À plein de milieu, il essaie à plusieurs moments dans la journée de le ramener. À chaque fois, il est pas capable. Il est comme Non! Non! C'est sûr que c'est un bout de dramatique. C'est un le seul bout de dramatique du film, vraiment. Tu vois que tu le sens. Tu le sens, là, qu'il est comme. Pourquoi je suis là? Je suis impuissant, là. Il y a quelqu'un qui meurt, je peux même pas le sauver, là. Je peux le sauver, mais je peux pas. Fait que c'est venu me chercher. Puis. Moi, je parle beaucoup, mais toi, as-tu d'autres éléments? Ben, t'es tellement tout énuméré, c'est quasiment dur de shooter de quoi, là? Ben, c'est vrai que j'en ai nommé pas mal. Par la fin, il commence à apprendre des compétences parce qu'il réalise qu'il a du temps devant lui. Fait il apprend à jouer du piano, la sculpture, comme on a dit. Il a appris aussi à être masseur parce qu'on apprend à la fin. Il dit Bonjour, docteur Philippe. Puis de la force, il a une formation en masseur. C'est vraiment drôle parce qu'il est même. Je dis, il apprend plein de trucs. Puis il y a un des gars qui me fait rire, c'est. À chaque fois qu'il va prendre son coup de piano, elle dit Comment ça, vous êtes aussi bon? Il dit mon père était déménageur de piano. Oh, wow. C'est tout s'explique. Puis il arrive, la première fois, il dit Je vous donne 1000$ si vous me donnez un cours. Puis elle pogne son élève, elle le piche dehors de la maison. Puis c'est vraiment des. Tu sais, il n'y a plus rien à perdre. Ben, c'est pas c'est au début du film, quand il y a justement il fait la boucle, là, puis ça répète. C'est quand il fait Moi, fuck off, je sors plus. Ouais. Il est couché dans son lit avec sa couverte. Monsieur Phil! Monsieur Phil! Non! Monsieur Phil! Pas aujourd'hui! Monsieur Phil! Je vois beaucoup de liens maintenant avec. Ben, j'ai déjà vu avec les jeunes Tubero quand à un moment donné le personnage devient blasé puis il décide de fuck la guerre puis ça va se saouler dans un bar. Ben oui. Les autres c'est comme check le lâche qui va pas se battre. Il fait non, je l'ai déjà vécu cette guerre-là. Le genre s'en fout, je l'ai fait. Il boit sa bière. C'est un peu le même principe. J'aime ce. En fait, j'aime l'évolution du personnage parce que oui, ça se répète à chaque jour, mais le personnage principal. Il devient une bonne personne à la fin. Ouais, c'est ça. À la fin, il réalise qu'il devient une bonne personne parce qu'à un moment donné, il demande les critères à Rita pour l'homme parfait. Puis là, il met plein d'affaires. T'es comme, ok, genre, ok, juste ça, ok, d'accord. Puis c'est comme beaucoup. Puis tu réalises qu'à la fin du film, il répondait à tous les critères. En évoluant à travers le film, il répondait à tous les critères qu'il avait besoin pour. Sans le vouloir nécessairement. Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, c'est beau quand tu y penses. Ah, c'est vraiment beau. Comme quoi que n'importe qui peut devenir une bonne personne.
Même toi, Max. Même Ah toi. ouais, mais pas tout de suite. Pas de suite, t'as encore une coupe de meurtre à faire. Ouais, une coupe de meurtre, un enterrement. Justement, je cherche tes parents, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Va-t'en juste pas dans ma cour. Fait que je pense qu'on est rendu au moment de le noter, le film. Ouais. Donc, j'ai hâte d'entendre ta note. Écoute, le film, c'est pas la perfection, là. La perfection, je pense que c'est pratiquement impossible. Mais juste en dessous. Je donne facilement 4.5 sur 5. 4.5. Écoute, c'est intemporel, ce film-là. Ça va être bon dans 20 ans, ça va être bon dans 30 ans. C'était bon il y a 20 ans, ça va être encore bon dans C'est le genre 30 ans. de film qu'il pourrait avoir un remake, tellement qu'il est culte. En souhaitant que ça arrive pas. Ouais, mais ce serait le genre de film qui aimerait ça faire un remake juste pour l'argent, tu comprends? C'est tellement qu'il est culte, là. Ouais, c'est un intouchable, mais tes intouchables, tu commences tout à se faire toucher. Fait que, Ou une suite encore, comme tu dis, là. ouais, ou une réinterprétation peut-être plus. Ouais. Ou tu sais, quelque part dans 20-25 ans, ce film-là va peut-être tomber malheureusement au fil du temps dans l'oubli. Puis les générations qui vont suivre vont peut-être pas connaître ce film-là. Peut-être que c'est une éventualité. C'est une possibilité, c'est vrai. Écoute, moi aussi, je donne 4.5 sur 5. C'est pas la perfection, comme tu dis, mais ça reste dans les films cultes, soit du cinéma, mais aussi de moi, dans mon top des films. Je me tente jamais d'écouter, fait que c'est une bonne preuve que c'est un bon film. Ça, je n'écouterai pas 5 fois de film la même semaine, mais je veux dire, une fois par année, je me tente pas de l'écouter. Non, c'est ça. Puis reste que c'est un excellent film, il n'y a pas de défaut, vraiment. C'est une histoire très simple. J'ai déjà dit, mais le réalisateur ne s'attendait pas à ça. Il y avait un concept en tête, répéter la même journée en boucle. Puis ça pognait. Ça devait être dur en plus à vendre comme pitch de film. J'imagine Tu ris, là, va se faire financer. Écoute, le gars vit la même chose tous les jours. En tout cas. Ouais. Surtout autour du concept du le jour de la marmotte, tu sais, c'est quand même un événement annuel, mais en même temps, tu sais, c'est pas le plus gros événement. Mais là, maintenant, le jour de la marmotte est relié à ce film-là. Ouais, C'est ça ben, qui est- l'actrice principale du film a déjà participé à une journée de la marmotte où elle a sorti la marmotte elle-même. c'est drôle, ça. C'est pour faire des références comme ça, mais il reste que. Puis ça a aussi augmenté l'importance de la journée de la marmotte. Après ce film-là, il y a beaucoup plus de gens qui ont porté d'importance à Cette journée-là. Ouais, ici, c'est moins apparent au Canada, mais aux États-Unis, c'est très fort comme culture, le jour de la marmotte. Donc, ils vont amplement 4.5. On en est au mot de la fin. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, La Ligue des Cinévores, sur Twitter, La Ligue des Cinévores, sur YouTube, iTunes, RZO, Pod Québec, Balado Québec, iTunes, je pense que je l'ai oublié. Donc, YouTube, DJ Pod. DJ Pod, ouais, j'ai oublié DJ Pod, c'est ça. DJ Pod, donc on est beaucoup partout. Comme on a dit la semaine passée, toujours en processus pour être sur Google Play. Ouais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Le temps nous manque, c'est juste ça. Ouais, trop occupé à ne pas écouter de film, donc c'est pour ça que le temps nous manque. C'est ça, j'écoute 3 saisons en une semaine. Tu me lances vraiment le défi, là, si je peux le faire. Ah, je le sais. Je serais capable, j'aurais plus de sommeil, là, mais je serais capable. Alors, ben écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, Ouais. puis restez à l'affût.